Alors actuellement, sachant qu'on a des ventes, des achats en cours, mais on est à un petit peu moins de 120, 117 exactement. Alors j'ai une grosse opération de marchand de biens qui est en train de se finir, donc ça va solder une partie de mon stock. Mais je viens de racheter du coup ma résidence principale qui rajoute des lots supplémentaires. Mais ouais, 117 exactement. À 25 ans du coup. Ouais, tout à fait. Qui inclut, je dirais 25% de locaux commerciaux, 25% de locaux professionnels et 50% d'habitation. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier podcast de cette fin d'année. Alors effectivement, exceptionnellement, on n'a pas tenu le rythme d'un épisode par semaine. On vous avait prévenu parce que pour nous, on avait une fin d'année de décembre qui était assez chargée. On s'est déplacé à Lyon le week-end dernier où j'ai fait ma première compétition de powerlifting. On en avait rapidement parlé. Elle s'est bien passée. Alors c'est totalement différent d'un podcast où on prend le temps, on est posé, etc. Là, ça va très très vite. On monte sur une scène, il faut faire un petit peu le show et surtout être au rendez-vous des performances. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur mon compte perso. Ça s'appelle Julien Doucette sur Instagram. Voilà, j'en parlerai pas plus dans ce podcast parce qu'on sort du sujet, mais c'était le gros événement qui nous a amené à nous déplacer ce week-end. Et justement, on en a profité pour nous déplacer jusqu'à Chalon-sur-Saône, où on a eu d'ailleurs extrêmement froid parce que nous on a l'habitude de Montpellier des 16 degrés en hiver, et là il faisait 4 degrés, on n'a pas vu le soleil pendant 2 jours, et on a pu enregistrer un podcast avec un invité qu'on est très content d'avoir pu recevoir parce qu'on a passé un excellent moment avec lui. Il s'appelle Timothée Moiroux. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un créateur sur YouTube notamment. Il a une bonne chaîne avec 50 000 abonnés, il a déjà fait 600 vidéos. Donc on a pu enregistrer un podcast avec lui sur le thème de l'immobilier parce que lui il a beaucoup d'activités, il est médecin quasiment en dernière année. Il a surtout 117 biens immobiliers qu'il s'occupe de gérer et qu'il a acquis sur les 6-7 dernières années. Et en même temps il est également formateur dans l'école de formation Mindeo de Yomi Denzel. Donc on a vraiment fait un excellent épisode que je suis très content de vous publier aujourd'hui, et vous n'hésitez pas à le retrouver parce que comme d'habitude j'ai oublié de proposer à l'invité de laisser ses réseaux sociaux à la fin, donc vous pourrez le retrouver sur Instagram, TikTok ou YouTube. Son blaze il est très facile, c'est Timothée Moiroux, donc Moiroux ça s'écrit M-O-I-R-O-U-X Mindeo, donc vous le retrouverez sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, il est également formateur et son contenu est très sérieux et bien réalisé. Donc on arrive également en fin d'année, je vais pas parler trop longtemps parce que l'épisode est assez long, donc je vous fais une petite intro beaucoup plus brève. On arrive en fin d'année, je vous souhaite vraiment de très bonnes fêtes, reposez-vous bien, faut repartir fort en 2024 et pas uniquement les résolutions de début d'année qu'on oublie assez rapidement. Là faut repartir pour une année forte, pleine d'avancement sur vos projets, en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite. Un dernier mot juste avant d'envoyer l'épisode, on s'est rendu compte, notamment, je pense que vous l'avez tous vu, si vous avez Spotify, il y a la fameuse rétrospective où nous, ça nous a permis d'en savoir un petit peu plus sur nos abonnés. Et en tout cas, on est très content que vous suiviez notre émission, qu'on prend beaucoup de plaisir à enregistrer. On s'est notamment rendu compte que le moyen où on avait le plus de nouveaux auditeurs, c'était par les envois sur WhatsApp. Donc merci à tous ceux qui ont partagé notre épisode et qui l'ont envoyé à leurs proches. Et justement, si jamais vous voulez nous faire un petit cadeau de fin d'année qui nous ferait très plaisir, bien sûr en plus des 5 étoiles sur les différentes plateformes et de l'abonnement, n'hésitez pas à envoyer cet épisode ou même notre podcast à 2 personnes de votre entourage que vous pensez que ça peut leur plaire. Ça permettra de le faire connaître au plus grand nombre, nous d'avancer un petit peu et de continuer à aller chercher des invités très inspirants pour l'année prochaine. Bon, mais je vous envoie l'épisode tout de suite et juste avant, jingle. Bonjour Timothée. Salut. Bienvenue dans ce podcast. Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis, on est aujourd'hui à Chalon-sur-Saône, donc sur tes terres, yes. Directement. Yes. Nous, ça nous fait un petit peu voir du pays en même temps. Ouais. Malgré le brouillard aujourd'hui. C'est ça, malgré le brouillard. Pas grand-chose, mais... Ce sera pour la prochaine fois. Oui, c'est sûr. Alors après, on était une fois passé par là en Alsace, donc on avait traversé la Bourgogne. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on s'arrête un jour parce qu'il paraît qu'il y a des beaux paysages. Si vous avez l'occasion, entre Beaune, Dijon, la côte chalonnaise ici, Givry, Meursault, tout ça, il y a des chouettes trucs à faire. Si vous aimez le vin, la gastronomie. Moi
mange bien et on boit C'est bien. plutôt un bon coin, tout à fait. Ouais, c'est un bon coin. Ouais. C'est plutôt un bon coin. Donc j'ai une petite habitude en général quand j'ai un invité dans le podcast, j'aime bien toujours poser une première question qui permet un peu de se mettre à l'aise. Yes. J'aurais aimé voulu te demander quel a été ton plus mauvais investissement. Ça peut être immobilier, boursier, ça peut être aussi par exemple t'as voulu faire une formation, suivre quelque chose et ça s'est mal passé pour X ou Y raison et tu t'es dit franchement celui-là si j'avais pu l'éviter je l'aurais fait. Alors c'est peut-être pas très positif, mais bon, en Oui. même temps le plus mauvais investissement ça peut pas être très positif. Je dirais que le plus mauvais que j'ai fait c'est l'humain. Oui. De manière générale, j'ai fait l'erreur ou l'apprentissage en fonction du point de vue dans lequel on se place, parfois de m'associer, parfois d'employer des personnes, soit des salariés ou des collaborateurs. Et moi j'ai un défaut, c'est que j'ai une valeur famille qui est très importante. Donc je préfère bosser avec ma sœur que ma voisine, avec ma voisine qu'une personne que je connais pas. Et donc ce qui fait que on essaie à chaque fois de trouver quelqu'un qu'on connaît et qui est motivé et qui a les compétences requises pour faire telle ou telle tâche. Je pense à de la gestion administrative notamment ou des artisans sur des chantiers. Et au final, je suis pas sûr aujourd'hui que ce soit une très bonne chose. Et je dirais que ça m'a apporté parfois même plus de problèmes que de points positifs. Le fait de tout vouloir faire en famille ou entre amis. Mais pour moi, c'est un vrai travail. Ça me fait sortir de ma zone de confort, de travailler avec quelqu'un que je connais pas, etc. C'est pas quelque chose qui est très naturel, dans lequel je suis très à l'aise. Donc je dirais que j'ai eu quelques relations de travail comme ça qui étaient amicales, mi-travail, qui au final sont devenues ensuite que travail, ensuite plus rien du tout, parce que disputes ou Ça marchait mésententes pas. ou quoi. Donc je dirais que c'est mes plus mauvais investissements. Ouais. D'accord, ok, oui, non, c'est le fait en fait d'avoir choisi des gens dans ton réseau proche, en te Exact. disant que les affinités humaines auraient fait une Faciliterait les choses. Ouais. c'est ça, une bonne collaboration professionnelle et derrière ça s'est mal passé. Et en fait, pas tant que ça, ouais. Et ça serait plutôt pourquoi? Parce que les valeurs travail étaient pas les mêmes? Valeurs travail pas les mêmes. Et puis c'est-à-dire que moi, quand je travaille avec des gens, je considère qu'on est dans une même équipe. Oui. Mais si moi, dans l'équipe, entre guillemets, je vais jusqu'à me rompre les ligaments croisés pour qu'on gagne la course, et que toi, derrière, tu t'arrêtes de courir avant même d'avoir forcé, moi, ça m'agace une première fois, une deuxième fois, je te donne un feedback. Si tu prends pas le feedback, du coup, on se dispute. Et ça, plus ça fait que, en fait, je pense que j'ai fait l'erreur de croire aussi que tout le monde avait envie de faire les choses au niveau où moi j'ai envie de les faire. Et en fait, il y a des gens qui veulent faire 35 heures par semaine, qui veulent pas forcer, qui veulent pas sortir de leur zone de confort, qui veulent pas avoir une vie avec un petit peu de stress, avec des problèmes à gérer. Et je pensais à une époque que tout le monde pouvait entreprendre, tu vois. En fait, je pense que tout le monde peut, intrinsèquement, en termes de capacité, mais je pense qu'en termes de volonté, de projection et d'ambition même, tout le monde ne peut pas, en fait. Ouais, on n'est pas tous égaux là-dessus et je trouve ça triste parce que la France a cruellement besoin d'entrepreneurs et de gens qui créent de la valeur, que ce soit du service, de l'industrie, des entreprises, de la banque, enfin tout ce qui existe, quoi. Mais je pense que c'est pas le cas. Ouais. Ça a été une de mes révélations 2023. Ouais. Mais je suis assez d'accord là-dessus. Moi, mon analyse là-dessus, c'est surtout que les gens en fait ont peur des responsabilités. Oui. C'est-à-dire que en fait, le fait d'entreprendre ou de travailler pour quelqu'un de manière consciencieuse, en fait, ça va souvent avec les responsabilités. Oui. Et en fait, beaucoup de gens les fuient, en veulent le moins possible dans leur vie, alors que je pense que c'est plutôt là la clé d'avoir une vie bien équilibrée où on se sent bien, c'est d'avoir une certaine contrainte ou en tout cas des contraintes induites par des responsabilités qu'on a choisies. Ouais. C'est vrai que je suis d'accord avec toi là-dessus qu'il y a quand même beaucoup de gens qui les refusent ou en tout cas en ont peur. Ah oui, tout à fait. C'est une citation de Jacques Brel que j'ai vue il y a pas longtemps qui disait tout le monde n'est pas fait pour être une locomotive, tout le monde n'est pas fait pour être un wagon. Oui. Et ça veut pas dire que tous les wagons pourraient pas être une locomotive si elles le voulaient, mais d'être un wagon, ça leur va bien. Tout à fait. Et ça veut pas dire aussi qu'une bonne locomotive ne peut pas être un bon wagon. Exactement. Exactement. C'est ce qu'on dit souvent, parce qu'il y a souvent le truc de se dire un bon meneur n'est pas un bon suiveur, alors qu'au contraire, un bon meneur en général, c'est quelqu'un qui d'abord sait bien appliquer les ordres, sait bien rentrer dans un processus, et après, il va falloir savoir le dupliquer auprès des personnes qui vont le suivre. Et en autonomie, oui. Bon, merci en tout cas pour cette première anecdote. De rien. Si tu devais te décrire en quelques minutes, te présenter, quelles sont les choses les plus importantes? Parce que je sais que tu fais beaucoup de choses, donc s'il y en a quelques-unes qui doivent ressortir quand tu te présentes, quelles sont-elles? Yes. Alors, donc moi je m'appelle Timothée Moiroux, j'ai 25 ans.
La plupart de mon temps, je le passe à faire de l'immobilier. Donc aujourd'hui, j'ai une structure sous forme de groupe avec plusieurs filiales où on fait de l'immobilier social, on fait de l'immobilier médico-social, notamment une résidence pour personnes handicapées qu'on vient de finir, une maison médicale qu'on a fait l'année dernière, et puis ensuite un peu tout produit, du local commercial, du local professionnel, de l'appartement, du petit immeuble, du gros immeuble, tout ce qui est rentable en fin de compte, et on aime bien changer un peu nos diversifier. Ouais, voilà, c'est ça, avoir plusieurs cordes à son arc. C'est ce qui me prend quand même, je pense, dans la semaine la plupart de mon temps. La deuxième grosse partie, ça va être mes études de médecine. Donc moi, je suis en 8e année de médecine maintenant, donc il me reste 1 an et demi avant d'avoir fini tout mon cursus, on va dire, d'être docteur et de pouvoir m'installer en libéral à l'hôpital ou n'importe où. Et le reste du temps, j'ai une vie de famille bien remplie puisque j'ai une petite fille de 4 mois et demi maintenant, donc avec qui on fait plein de choses, et avec ma femme aussi, bien évidemment. Donc voilà, je dirais que c'est les 3 grandes lignes, les 3 grandes sources d'occupation. Ouais. Donc à 25 ans, t'es en 8e année de médecine. T'as raté aucune année J'ai raté aucune année. J'ai commencé dès la fin de mon lycée. J'ai eu ma première année du premier coup, puis après 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e. J'ai fini la 7e du coup là au mois d'octobre et je viens d'attaquer la 8e. Donc nous après en études médicales, on a 6 ans de tronc commun. Oui. Au bout de 6 ans, on choisit notre spécialité, notre ville d'études, ce qu'on appelle l'internat. Donc voilà, dans le monde anglo-saxon, on appelle souvent ça docteur junior. Oui. Nous, on n'est pas encore docteur à cette étape-là, donc on appelle ça interne en médecine. Et ensuite, on évolue par stage de 6 mois. Donc moi, j'ai fait 6 mois aux urgences d'un petit village à côté. Après, j'ai fait 6 mois en médecine libérale ici à Chalon-sur-Saône. D'accord. Là, je fais 6 mois en pédiatrie. Et après, il me reste encore 3 stages de 6 mois avant d'avoir validé la totalité de ma maquette, quoi. Et tu sais déjà ce que tu veux. Oui, t'as déjà choisi ta spé du coup. Ouais, là, moi, c'est la médecine générale. Médecine générale. Ouais, médecine générale, médecine de famille, quoi. Ok. D'accord. Et il y a un choix particulier qui t'a poussé vers cette... Alors spécialité l'inspiration familiale d'une part, parce que mon papa est médecin de famille aussi D'accord. depuis de nombreuses années maintenant. Aussi parce que moi je me plais pas dans le côté ultra spécialisé. Oui. C'est-à-dire que même si j'aime bien soigner un cœur, je soignerai pas des cœurs toute la journée, tous les jours de l'année jusqu'à la fin de ma vie. Et je trouve ça plaisant de pouvoir faire un petit peu de pneumologie, un petit peu de pédiatrie, un peu de médecine du sport, pourquoi pas un peu de médico-social, de toxicologie, et de pouvoir, voilà, pas forcément être excellent dans un domaine, mais d'être bon à peu près partout. Et surtout, le rôle de coordinateur que va avoir le médecin généraliste me plaît pas mal. D'accord. Le rôle de chef d'orchestre. Mais voilà, je joue pas du violoncelle comme le violoncelliste, mais par contre, je sais quand est-ce qu'il faut qu'il joue et dans quel cadre il faut qu'il le joue. Et peut-être, j'imagine aussi un accompagnement de ta patientèle que tu vas voir peut-être plus régulièrement ou en Oui. tout cas sur une plus longue durée Aussi, ouais. qu'un spécialiste qui va par exemple intervenir sur 1 ou 2 rendez-vous et C'est qu'après ça. le patient ne verra plus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas une contrainte de temps aussi aux médecins qui sont très spécialisés, tu sais, qui doivent, enfin je sais pas, quand C'est on gère une un con- service ou un truc comme ça par rapport aux médecins Non, pas généraux. forcément. Alors les spécialistes ont un petit peu plus d'études, ils ont 1 an de plus d'études Ouais. que nous. Nous, c'est bac plus 9, les spécialistes, c'est bac plus 10. Et derrière, en général, ils travaillent un petit peu à l'hôpital pour une question qui est complètement différente, qui est une question de tarif, purement. Mais au-delà de ça, non, pas forcément. Moi, j'avais vraiment envie d'être mon propre patron, donc je savais dès le départ que je voulais faire du libéral. Alors, on peut faire du libéral en cardiologie, en Oui. chirurgie, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus simple de le faire en médecine générale. Donc, c'est aussi ça, je pense, qui m'a poussé. Voilà, aujourd'hui, je peux faire ce que je veux. J'ai un diplôme où je peux à la fois faire des injections d'acide hyaluronique, des infiltrations d'épaule pour un sportif qui s'est déchiré la coiffe, ou une consultation de pédiatrie pour un nouveau-né qui vient de naître. Et c'est ça que je trouve plaisant, ouais. Plus intéressant. Bah, Ouais. surtout qu'au niveau aujourd'hui des spécialités, enfin ça je le vois pas mal dans mon métier, mais aujourd'hui, par exemple, que ce soit les cardiologues, les chirurgiens, on va de plus en plus vers des regroupements Oui, et parfois en plus par des rachats de fonds qui aujourd'hui aiment bien se spécialiser dans les rachats à fait. cliniques exactement. de spécialistes. Donc, un patron. Exactement, donc un patron. Mm. Et ça, je l'ai vu il y a pas très longtemps parce qu'on avait eu une grosse opération d'abord sur des laboratoires Oui. et en plus après sur des cardiologues. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont un petit peu grincé des dents parce que Mais oui. ceux qui étaient, on va dire, proches de l'âge de la retraite, ils étaient finalement bien contents de vendre leur part à très bon prix. Et Exactement. ils savaient qu'ils partaient dans 1 ou 2 ans. Ceux qui avaient peut-être 55, 60 ans, qui avaient encore 5 à 10 10 ans ouais. d'exercice, là, ils ont commencé à se rendre compte que les contraintes n'étaient pas les mêmes, qu'en plus, ils devaient même s'ils avaient eu un chèque sur leur part, ils devaient voir leur rémunération baisser C'est ça. par le fait que maintenant, il y avait un fonds qui devait avoir une rentabilité.
Et c'est vrai qu'à la fin, c'est plus le même métier. Parce qu'après, il y a des contraintes sur le nombre de patients, sur le timing, sur le nombre d'assistants. Exactement. Parce qu'ils vont aussi réduire le nombre de personnel auxiliaires qui viennent. Administratifs, infirmiers, soignants. La rentabilité, quoi. Exactement. Donc ça se comprend, quoi. Ouais, carrément. Moi, j'ai vécu ça. C'est là où je pense j'ai eu le déclic. Moi, par exemple, j'aimais beaucoup la chirurgie orthopédique parce que j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour du sport, donc la médecine du sport, la rééducation, tout ça. Et une fois, je passe en stage dans une clinique privée pas très loin d'ici avec un chirurgien qui était en plus un ami de mes parents. Et on arrive au bloc opératoire à 7h30 le matin. Et à peine mis en blouse, même pas encore stérile, l'infirmier qui lui saute dessus, qui pète un câble parce qu'il n'y a pas assez de personnel, puis il n'y a pas les produits, puis il y a trop de patients aujourd'hui. Et je me rappelle de cet ami qui se retourne, qui me dit bon, je pense que ça serait mieux si tu rentres chez toi aujourd'hui, parce que ça va pas être une journée très agréable. Et là, je me suis dit, non, mais moi, jamais je veux remettre la qualité de ma journée dans les mains d'un anesthésiste qui est de mauvaise humeur ou d'une infirmière de bloc qui estime qu'elle est mal payée, donc elle est désagréable avec moi, même si c'est pas moi qui choisis son salaire. Et enfin, bon, voilà, moi, j'ai envie d'avoir ce confort-là de vie, qui est un confort où tout dépend que de moi et pas de quelqu'un d'autre, quoi. Oui, entièrement. Ça se comprend tout à fait. Ouais. En tout cas, c'était ma volonté. Je prends quand même beaucoup de plaisir à travailler seul, en autonomie, et le fait d'être dépendant de quelqu'un d'autre pour accomplir les tâches que j'ai à faire tous les jours, c'est très désagréable pour moi. Ouais. Ok. Et donc, si je résume aujourd'hui, bon, tu termines tes études de médecine, presque médecin. Yes. Tu investis énormément dans l'immobilier. Ouais. Je crois t'avoir entendu que tu avais qualifié ça quasiment d'entreprise, dans soi, bien sûr. Le temps que ça prend, l'investissement. Et les gens qui, de toute manière, investissent beaucoup dans l'immobilier se rendent compte qu'au bout d'un moment, c'est un job à plein temps, tout à fait. très clairement. Avec un service client, avec un comptable, avec. Finalement, en soi, l'immobilier, c'est un service qu'on vend. Où derrière, forcément, il y a un peu les mêmes contraintes qu'une entreprise, qui sont certes pas du même niveau qu'on ait un appartement ou qu'on en ait 50 ou plus, où ça devient un petit peu différent. Tu as d'autres activités à côté aussi ? Alors je suis formateur au sein d'une école de formation qui s'appelle Mindio, qui est une école de formation francophone qui a été créée par Yomi Denzel il y a un peu plus d'1 an maintenant, et qui regroupe à l'intérieur différents parcours de formation autour du business en ligne d'une part, dont Yomi Denzel est le chef de matière principale, de l'entrepreneuriat, dont Oussama Hamar, que vous devez connaître peut-être, est le chef de matière principale, et l'investissement, à la fois immobilier et à la fois mobilier, donc placement financier, actifs numériques, dont je suis le chef de matière, et dont on essaye de développer des produits et des accompagnements dans le but de rendre accessible cette connaissance-là et ce savoir-là au plus grand nombre. Ok. Donc c'est une activité aussi qui me prend pas mal de temps, et c'est aussi dans le cadre de cette activité où je développe pas mal de choses sur ma chaîne YouTube, où j'essaie de démocratiser un petit peu tout ça pour à la fois donner envie aux gens d'aller plus loin et de passer à l'action. Et je pense que la base de la base, c'est de rendre cette connaissance accessible, de parler avec des mots simples pour dire des choses simples, parce que l'immobilier c'est quelque chose de simple. Qu'on essaie de faire dans ce podcast. Voilà, c'est exactement, c'est dans la même énergie, Ok, bon, mais c'est top. Super. Yes. Avant de peut-être développer tous ces points de manière un peu plus précise, on va peut-être revenir un peu au début de tes années de médecine. Qu'est-ce qui a fait que de simplement suivre un cursus classique de médecine, où au final on se dit bon, même si c'est long, parce qu'on a quelques amis de notre âge également qui sont en études de médecine, qui nous l'ont dit, c'est long, mais on sait qu'à la fin on va avoir le diplôme, puis après on va pouvoir plus ou moins faire ses choix, comme tu l'as dit, de travailler en libéral ou de travailler dans une clinique. Activité salariée. Voilà, exactement. Bien payé dans tous les cas. Et à quel moment tu t'es dit ok, ça c'est un parcours que de toute façon je veux mener juste à son terme, mais entre-temps je vais également investir et bien investir. Ouais. Alors le début du raisonnement, je dirais, c'est que moi je viens d'une famille qui est plutôt aisée. Mes 2 parents sont profession libérale. J'ai jamais manqué d'argent, donc j'ai pas eu ce moteur de me dire putain, mes parents ont souffert de pas avoir assez d'argent, il faut que moi je trouve une solution pour en avoir plus. Ça n'a pas du tout été ça, mais je viens d'une famille où si tu veux faire des études, tu les payes, au moins pour partie, et ce qui fait qu'arrivé en première année de médecine, ma mère, je m'en souviens comme si c'était hier, me dit écoute, on va te faire un virement de 600 € tous les mois pour vivre, quoi.
Puis je l'ai rien, je dis mais maman, enfin 600 €, il me faut un appartement à Dijon, sans donc payer le loyer, du ah bah coup. non, rien du oui, tout, oui, c'est oui. 600 € et après tu te débrouilles quoi. Ok. Donc Sachant il fallait on est quoi, on est en 2015-2016, donc on est en 2017. 2017, d'accord. On est en 2017, donc je veux dire rien que le loyer de mon appartement, alors j'étais en coloc, mais même la moitié de la coloc, ça faisait déjà 350, 400 € par mois, donc une vie d'étudiante quoi. Un livre de médecine en première année, ça coûte 100 €. Il faut en acheter 10 par trimestre. Donc ça fait déjà 1000 € en plus. L'assurance de ma voiture, l'essence pour pouvoir rentrer chez moi le week-end. Et là, en plus, je on n'a dis, pas c'est- mangé, même s'il n'y a pas beaucoup de sorties quand on est Oui. étudiant et qu'on est en études, il y en a un petit peu C'est quand ça, même. Donc on il n'a faut même bien- pas mangé voilà, au c'est restaurant ça. universitaire quoi. Et donc je dis bon, ok, bon, de toute façon mes parents c'était c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc j'avais pas trop le choix. Alors j'avais eu la chance quand j'étais au lycée de faire un petit peu de mannequinage, j'avais fait un petit peu de cinéma et beaucoup de danse où je faisais des animations en boîte de nuit, tout ça un peu comme job étudiant. Donc j'avais 3-4 000 € de côté à cette époque-là, donc c'est ce qui m'a permis de tenir pendant ma première année de médecine. Et arrivé à la fin de ma première année, avant même de passer le concours, je me dis putain, maintenant il va falloir que je trouve une solution quoi pour cet été parce que je voyais que mon compte bancaire, même si j'utilisais 200 par 200 par 200, ben, Ça venait à le manger. j'avais plus rien de côté. Voilà, et j'ai été éduqué où ça se fait pas de demander de l'argent à ses parents, donc en plus je pouvais pas jouer cette carte-là de dire à papa, maman, est-ce que vous pouvez me donner un peu plus je me sentais pas du tout à l'aise avec ça et je crois pas qu'ils m'auraient donné. Donc je me suis dit il faut que je trouve quelque chose. J'étais passionné de psychologie à l'époque. Alors je tape sur internet formation psychologue accélérée. Je me disais bah tiens si je peux faire une ou deux consultations en libéral ce serait top. Puis je vois qu'il faut faire une fac de psycho et tout que c'est pas si simple que ce que j'avais imaginé. Et je tombe sur une formation pour faire de l'hypnothérapie. Alors je commence à regarder des vidéos sur YouTube. En plus en première année de médecine c'était un sujet qui pouvait m'intéresser dans mes études. Oui, qui était, on restait dans plus ou moins des soins thérapeutiques. C'est ça, en tout cas du soin. C'était voisin. Voilà, on voisin, continuait, tout à fait. c'était un outil pour aider les autres, complètement différent d'une médecine allopathique médicamenteuse, mais qui quand même, en tout cas à l'époque, des informations que j'avais avaient des super résultats. Donc avec le peu d'argent qui me restait, je décide de m'inscrire à une formation l'été même. J'ai fini le concours de médecine un vendredi, on avait eu un rattrapage en plus, et j'ai commencé la formation le samedi à Lyon pendant 3 semaines. Je me suis formé. Au bout de 3 semaines, je me sentais super à l'aise. J'étais un des meilleurs étudiants de ma promotion. Et j'ai décidé d'ouvrir ma petite auto-entreprise, de louer un cabinet dans la même maison médicale où travaillait mon papa à l'époque, qui était à la campagne, donc c'était pas très cher. J'avais pas beaucoup de frais de ménage, de choses comme ça. Et puis après, ça a été ma première activité, premier patient. Au début, j'avais 2 patients le samedi matin, parce que le reste de la semaine, j'étais à la fac. Puis ensuite, j'ai réussi à remplir mon samedi matin. Puis après, j'ai réussi à remplir mon samedi après-midi. Et puis en fait, rapidement, mon dimanche matin, mon dimanche après-midi, 2 ou 3 soirées dans la semaine. Et ce qui fait que, aux alentours du mois de décembre de ma deuxième année de médecine, je faisais quasi 30 consultations par semaine. Donc c'était presque une activité à temps plein. C'était 30 heures de boulot par semaine, quoi, à droite, à gauche. T'as réussi à tenir ton année de médecine avec ce rythme-là, du coup. Et j'ai tenu ce rythme-là jusqu'en 6e année de médecine, ouais. J'ai gardé mon cabinet ouvert jusqu'en 6e année de médecine. Alors après, j'ai réduit un petit peu la cadence. Mais du coup, tu vois, tu fais 30 fois entre 60 et 80 € la séance par semaine, à ce qui fait que, voilà, en milieu de deuxième année de médecine, même si on était en auto-entreprise, t'étais presque au plafond, non, de la... j'étais quasiment, au plafond de l'auto-entreprise, j'arrivais à me faire 5-6 000 € par mois, donc c'était super, quoi. Enfin, c'était largement au-delà de mes attentes, et j'avais jamais eu l'ambition de faire autant, vraiment pas du tout. Oui, c'est que tu t'es fait un peu avaler par le fait, ça marche, et... Donc j'en fais, puis j'ose pas dire non, donc je continue d'en faire. Puis même, je pense que n'importe qui lance une activité, au début, même si on n'entend pas grand-chose, quand ça commence à marcher, on a difficile à dire non et à refuser Une fois qu'on voit qu'il y a de l'énergie dans le système, que les gens sont contents, du coup les gens t'appellent. Puis ensuite, tu vois, quand t'as eu quelqu'un en séance d'hypnose pour l'arrêt du tabac, que ça a super bien fonctionné en une seule séance, du coup t'as la grande sœur, et puis t'as la tante, et puis t'as la tata, puis t'as les collègues du bureau. Et au final, c'est quelque chose où quand tu es bon et que tu es gentil avec les gens, parce que c'est vraiment ça le fond du soin, c'est d'être gentil avec les gens et de pas les prendre pour des idiots. En fait, tu te rends compte que ça marche bien et que les gens l'apprécient beaucoup. Donc c'est ça aussi qui m'a permis d'en avoir pas mal. Et puis après, raisonnement classique de la rat race, etc. Oui, au final, avec des semaines qui se ressemblent les unes après les autres. C'est ça, puis claquer. Ça a tenu à peu près pendant quelques mois. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit non, mais je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie, quoi. C'est pas possible.
Donc j'ai tapé sur Google, un peu comme tout le monde, je pense, comment gagner de l'argent sans travailler. Je suis tombé sur l'immobilier, qui est la matière qui m'a le plus intéressé à l'époque, même si on parlait déjà un petit peu de crypto, tout ça. Et puis ensuite, premier achat immobilier, puis le deuxième, puis le troisième. Mais encore une fois, c'était pas censé à la base. Je me suis jamais dit, je vais devenir promoteur, marchand de biens, avoir plus de 100 biens immobiliers. C'était pas du tout mon ambition. C'est quelque chose qui s'est fait petit à petit au fur et à mesure des aventures, des rencontres, etc., quoi. C'est marrant parce que j'ai eu à peu près, alors pas les mêmes, pas dans le même calendrier, mais à peu près le même cheminement vers l'investissement immobilier, parce que je travaillais un peu pendant mes études, pareil, pour avoir un peu de revenus. J'étais salarié dans une grande surface. Je travaillais un jour et demi par semaine. Et en fait, je suis rentré à partir de parce que j'ai fait des études de droit, donc à partir de ma troisième année, je suis rentré dans un magistère. J'avais le volume des cours qui allait augmenter. J'ai dû arrêter mon job étudiant. Derrière, j'avais ma mère qui mettait un petit peu la pression pour comment tu vas faire. En plus, je prenais un appartement tout seul, donc il y avait le loyer, etc. Et j'ai tapé aussi sur internet comment gagner de l'argent sans travailler. Et moi aussi, je suis arrivé crypto, bourse, immobilier, et je me suis fait prendre dans l'engrenage assez tôt aussi là-dessus. Ouais, je pense que c'est vraiment. Il n'y a pas beaucoup de méthodes. Alors, j'ai la chance, je pense, au quotidien, c'est que moi, je vois beaucoup de gens malheureux. Parce qu'en médecine générale de campagne, en fait, on voit beaucoup de gens malades, beaucoup de gens malheureux, beaucoup de gens tristes et beaucoup de gens qui sont pleins de regrets. Et il faut savoir qu'en médecine générale, je dirais quasi un problème sur 3 avec lesquels le patient vient, c'est un problème d'argent. C'est-à-dire que s'il avait plus d'argent, sa vie serait vraiment différente. Et en général, quand on s'approche de 50, 60, on peut continuer bien évidemment d'investir dans l'immobilier, de placer son argent en bourse, développer une activité supplémentaire, mais c'est quand même de plus en plus dur. On n'a plus l'énergie qu'on a quand on a 25 ou 30 ans, de tenir le rythme un petit peu soutenu, et puis ne serait-ce que l'ambition en fin de compte. Et puis notre rythme de vie a augmenté, la voiture ça coûte cher, la maison ça coûte cher, l'électricité ça coûte cher, donc c'est pas facile. Et c'est vraiment ça aussi qui me rappelle à chaque fois à quel point l'immobilier notamment, je pense plus que tous les autres placements, est vraiment pour moi un incubateur pour changer sa condition sociale, notamment en France où l'immobilier est bien fait parce que quasiment tout le monde a accès à la propriété, quasiment tout le monde, à partir du moment où on travaille, un emploi stable et un salaire qui est correct. Et donc c'est ça aussi où je trouve que l'immobilier a une énorme beauté entre guillemets dans son processus même, c'est que moi à la base j'ai commencé par un appartement, puis ensuite j'en ai fait 2, puis ensuite un petit immeuble, et ça s'est fait petit à petit quoi. Et du coup t'as direct vu comment on appelle ça, l'effet boule de neige. Oui, c'est ça. Ouais. La première fois de ma vie, alors au tout début où j'ai commencé à investir, j'ai racheté un petit immeuble qui était à mes parents. Un petit immeuble de 3 appartements qu'ils avaient ici, c'était leur seul programme de défiscalisation qu'ils avaient fait dans leur vie. Un immeuble pas du tout rentable, pas très très bien géré, ou au final... C'était du neuf, c'était un petit immeuble... C'était à rénover. À rénover, d'accord. C'était un Pinel dans l'ancien. C'est ça, un Pinel dans l'ancien. Il y a 4 ans ou 5 ans. Ça n'existe plus maintenant, mais c'était un Pinel dans l'ancien à l'époque. Et voilà, j'avais pas un cash flow énorme, mais j'avais quand même 250-300 euros de cash flow par mois. C'est déjà bien pour un premier. Ce qui était correct, J'ai emprunté à l'époque, c'était à 1%, je crois, au 0,95. Parce que c'était en 2017, 2018. Oui, au moment où les taux étaient vraiment bas. C'était vraiment au plus bas. Mais rien que le fait de me dire, putain, j'ai pas travaillé et j'ai 300 euros de plus sur mon compte ce mois-ci. Je me suis dit, mais si je fais ça 10 fois, ça fait 3 000 euros par mois. Si je fais ça 20 fois, ça fait 6 000 euros par mois. C'est un truc. Et voilà, exactement. Je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être un secret. Et puis, tu sais, souvent sur Internet, tu vois les rentiers de l'immobilier sous les cocotiers. Puis tant que tu t'as pas mis le doigt dedans, tu sais pas vraiment si c'est vrai, pas vrai. Est-ce que c'est pas de la fumisterie, t'en sais rien. Et c'est vraiment à ce moment-là où je me souviens du jour même et du moment où j'ai regardé l'écran de mon ordi, où je me suis dit, putain, mais en fait, c'est pas des conneries, quoi. En fait, ça existe vraiment. Il y a vraiment des gens qui ont fait ça 10 fois et du coup qui ont arrêté de travailler. Ce qu'on appelle des rentiers de l'immobilier. C'est ça. Mais en plus, surtout que ce qu'on oublie souvent dans l'immobilier, c'est souvent quand on commence, on voit d'abord au début, c'est normal, c'est le cash flow qui rentre sur le compte. Oui. Et on oublie que finalement, un des leviers les plus forts qui arrive celui-là un peu plus dans le temps, c'est l'amortissement du capital. Bien sûr. Et c'est ce qui fait que l'enrichissement est vraiment très rapide parce qu'on le tire suffisamment longtemps. Et effectivement, comme tu dis, c'est parfois étonnant que y ait finalement si peu de propriétaires en France.
Oui. Parce que je crois qu'on est aux alentours de 60% de C'est propriétaires, ça, je crois. Ouais. Alors que par exemple, par rapport à d'autres pays européens, c'est assez bas. Je crois qu'en Allemagne ou en Pologne, on n'est pas loin des 80% de propriétaires. Alors que pourtant, ils ont un accès au crédit qui est plus compliqué que nous. Oui. Et Plus des fois, j'ai un d'apport, peu tout ça, l'impression que c'est, comme tu l'expliquais, c'est un petit peu cette... pas ce manque de volonté, mais cette croyance de se dire non, l'immobilier c'est réservé à certains, parce qu'aujourd'hui n'importe qui travaille, même sans forcément toujours parler du CDI, mais qui a simplement un revenu fixe tous les mois, il pourra toujours au bout d'un moment démontrer à sa banque que voilà, il a un revenu stable qu'il peut emprunter, et c'est finalement beaucoup de gens qui ne franchissent jamais le pas, ou qui se disent que c'est pour plus tard, et je pense que ça a dû t'arriver, comme nous ça nous est arrivé, mais on nous dit mais pourquoi vous faites ça si jeune, ou même... on a le temps. C'est ça, et... Bon, moi après je travaille dans la banque, donc vis-à-vis de la banque c'est un petit peu différent quand je fais un emprunt, mais même vis-à-vis de mes collègues, je suis obligé d'adapter un petit peu le langage policier. Je leur dis non mais bon, notre génération elle aura pas de retraite, etc. Donc je le prévois pour le temps long, alors que en réalité nous on voit le temps maintenant, on voit le cash flow qu'on fera tout de suite, mais c'est vrai que dans le discours on est toujours un petit peu obligé d'adapter parce que sinon de nuancer. Exactement. Actuellement, tu as combien de biens du coup, enfin combien de lots? Alors actuellement, sachant qu'on a des ventes, des achats en cours, mais on est à un petit peu moins de 120, 117 exactement. Alors j'ai une grosse opération de marchand de biens qui est en train de se finir, donc ça va solder une partie de mon stock. Mais je viens de racheter du coup ma résidence principale qui rajoute des lots supplémentaires. Mais ouais, 117 exactement. À 25 ans du coup. Ouais, tout à fait. Qui inclut, je dirais 25% de locaux commerciaux, 25% de locaux professionnels et 50% d'habitation. D'accord. Sachant que, là je le dis peut-être pour les gens qui nous écoutent, parce que nous on en a déjà parlé dans quelques épisodes, mais la distinction entre locaux commerciaux et locaux professionnels, bon, le local commercial c'est bail commercial directement, 369, plutôt des commerces ou activités commerciales, c'est ça. Et locaux professionnels c'est plutôt des professions de la profil, libérales, comptable, etc. Et c'est intéressant que t'en aies parce que je pense que t'es le premier investisseur qu'on rencontre qui en a. Ah oui, c'est vrai. Nous c'est parmi nos investissements préférés, c'est les locaux professionnels, parce que je trouve qu'il y a de plus simple. Et qui se passe le mieux. Oui. Et puis un des plus sécus en fait. Oui. Et puis même un de ceux où on va tirer les plus grosses rentabilités parce qu'au final, il n'y a pas de concurrence. Oui. Vu que les gens se précipitent sur l'appartement ou sur le local commercial, parfois les deux. Et c'est vrai que le local commercial, je pense que j'ai jamais entendu quelqu'un en parler. Si, allez, peut-être sur certains podcasts ou certaines émissions immobilières sur YouTube très poussées où on en parle rapidement. Mais c'est vrai que des locaux professionnels, ouais, très peu. Alors, il y a aussi une conjoncture actuelle qui est pas du tout favorisante pour les locaux professionnels, en tout cas dans les grandes villes telles que Paris, où l'immobilier de bureau a perdu plus de 20% de sa valeur. Oui, où ça peut rajouter de la concurrence là-dessus, effectivement. Exactement. Mais il y a une grande distinction entre avoir des bureaux pour un expert comptable libéral en Bourgogne-Franche-Comté ou avoir les bureaux de BNP Paribas à la Défense. Pour moi, il y a une très grande distinction à faire. Déjà, les bureaux de BNP Paribas, c'est un marché inaccessible aux particuliers. Mais je dirais même que là, on est sur du bureau commercial, parce que c'est du bureau à une société commerciale. Alors que j'imagine quand tu parlais de bureau professionnel, c'est un peu plus comme nous on fait, c'est plutôt des thérapeutes, exactement, ou alors des petits indépendants qui ont besoin d'un bureau ça peut être un stockage pour un artisan, voilà, ça peut être ouais, bien sûr, une secrétaire à son compte par exemple, qui veut un endroit pour bosser. Ouais, tout à fait. Et ça reste quand même en plus le statut de la profession libérale. Il y a 3 manières de gagner sa vie aujourd'hui en France. C'est soit en étant salarié, ou dans ce cas-là, tu vends ton temps contre de l'argent. Et plus tu as de compétences, plus ton temps a de la valeur, plus tu peux vendre ton temps cher. Soit tu es un entrepreneur, donc dans ce cas-là, tu vends une solution contre de l'argent. Soit tu es une profession libérale, où tu vends un acte ou une expertise contre de l'argent. Et aujourd'hui, d'après toutes les études, le statut de la profession libérale, c'est celui qui a le plus grand revenu déclaré. J'ai bien déclaré, parce que en général, il n'y a pas de dividendes, de choses comme ça. Donc, les entrepreneurs ont tout ça. La profession libérale, c'est quand même celle qui a les plus gros salaires. Il y a pas longtemps, j'ai mangé avec un vendeur de voitures qui me disait que les fiches de paye, quand ils font des leasings pour les professions libérales, c'est quand même là où il y a le revenu net imposable le plus élevé en général. Oui, tout à fait. Parce que peu de charges. Oui. Parce que tu vends ton temps. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Tout à fait. Mais ce qui est parfois étonnant, bon là c'est un peu plus mon regard de banquier, mais c'est parfois ceux qui gagnent le plus et qui ont la plus mauvaise gestion. Exactement. C'est un truc de fou. C'est impressionnant. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de refuser à un médecin qui gagne peut-être 300 000 euros par an, de lui refuser un crédit consommation, alors que pourtant son taux d'endettement est à 25%, mais c'est simplement qu'il avait 250 000 euros de crédit conso dans notre établissement. Qu'à un moment, faut qu'on dise stop. Bien sûr. Pour un crédit immobilier, on aurait dit oui, mais pour un crédit consommation, à un moment, faut mettre le haut là, sinon ça s'arrête jamais. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Moi, ce qui j'étais encore stagiaire, je venais de commencer.
Et on avait eu le cas tout simplement d'un chirurgien qui avait dû se blesser la main ou quelque chose comme ça. Et forcément, arrêt immédiat de son activité, le temps que sa main revienne, se soigne, pardon. Et en fait, sa prévoyance, ça mettait peut-être 6 à 8 semaines qu'elle se mette en place. Et en fait, il n'avait pas les 6 à 8 semaines de revenus d'avance. De revenus d'avance. C'est-à-dire qu'il était tellement, son revenu était tellement mangé immédiatement qu'en fait, et au lieu en plus de nous avoir prévenus, parce que nous en tant que banque, on n'aime pas ce genre de situation, on met des découverts passagers, un crédit conso, crédit renouvelable, on peut toujours trouver une solution. En fait, il a laissé la situation s'empirer où en fait son compte est à moins 15 000 et qu'il était déjà passé dans le risque chez nous, on pouvait plus rien faire, il nous avait écouté, je suis médecin, etc. Et moi je me souviens que ça m'a fait choquer, je me dis comment c'est possible de pas juste avoir au moins 1 ou 2 mois de revenus de côté, d'avance. Parce qu'il avait même pas une assurance vie, il avait rien, c'était impressionnant. Et ça c'est un peu aussi ce phénomène sociétal, hein, où quand on a de l'argent, il faut le dépenser. Et moi le premier, hein, j'ai plein de copains, profession libérale, avocat, dentiste, médecin, mais le leasing de la voiture, il y en a pour 1500 balles par mois. Puis ils ont acheté une maison un peu chère parce que il fallait montrer aux gens qu'on a réussi, qu'on a de l'argent. Donc il y en a pour 4000 € de crédit par mois. Et puis l'électricité, on fait pas trop attention aux ampoules, donc du coup il y en a pour 500 € par mois. Et puis on a promis à notre épouse et à nos enfants qu'on allait au Club Med cet été, donc on sait qu'on a 10 000 € de dépenses à faire. Et puis on n'ose pas trop le faire parce qu'on a de l'ego quand même, donc on veut pas dire qu'on a mal géré notre truc et que malgré qu'on soit un dentiste, un pharmacien, un avocat très réputé ou quoi, on n'a pas les moyens de le faire. Et donc ce qui fait que la gestion financière de cette catégorie-là professionnelle est en général pas bonne du tout. Et vive la rat race au final. Et vive la rat race. C'est ça. Donc du coup, je reprends des gardes et je me remets à bosser le samedi et je prends des astreintes le dimanche et ça y est, c'est parti quoi. Oui. Et c'est pour ça que je trouve toujours assez cette vision-là, je les avais vues. C'est sans doute un livre que tu as dû lire, Les cadrans du cash flow de Robert Kiyosaki. Et lui, il en parlait vraiment. Et moi, je viens aussi d'une famille de profession libérale. Alors moi, ils sont pas médecins, ils sont vétérinaires, mais c'est quasiment pareil. La même chose. Et aussi, ils ont toujours eu le truc où, au final, ils étaient tenus par leur métier dans cette rat race en mode en fait on est obligé de travailler même si on est à notre compte, etc. On n'a pas ce choix de se dire non, par exemple aujourd'hui j'irai pas bosser, ou par exemple non, je travaillerai pas avec ce client. Enfin ça, ils peuvent quand même se le permettre, mais je veux dire limité quand même. C'est limité quand même, tout à fait. Et c'est vrai que moi ça m'avait toujours quand j'ai lu ce livre, en tout cas ça m'a frappé. Je me suis dit non, parce que forcément on aime bien un peu reproduire les schémas familiaux, et à la base comme j'avais fait des études de droit, mes parents voulaient que je sois avocat, etc. Et je me suis dit quand on a commencé justement à recevoir des avocats en master qui venaient nous faire cours, qui nous parlaient un petit peu de comment ils travaillaient, comment ils vivaient, je me suis dit non, je veux pas être avocat. Ouais, ça va pas le faire. Non, c'est ouais. Moi, j'ai un copain qui est avocat avec qui je vais au golf de temps en temps, et une fois on a eu une discussion, je lui dis avocat quand même, hein, vous êtes bien payé, vous avez une belle vie et tout, puis vous allez au golf le vendredi en semaine, tous les vendredis, c'est super. Il me dit ouais, mais nous il y a une grande différence, c'est que quand notre client il nous appelle le samedi soir à 22h, on ne peut pas ne pas répondre. Et si jamais il y en a pour 3 heures de boulot parce qu'il a besoin d'un contrat, qu'il a besoin d'un papier tout de suite, ou qu'il y a un procès en cours, on est obligé de le faire. Et c'est vrai que nous, l'avantage en tant que médecin généraliste notamment, et spécialiste, c'est un peu la même chose, c'est que quand on rentre le soir, certes on pense à des patients, des choses, etc., mais personne ne nous appelle le soir à minuit, sauf si on est d'astreinte. Et dans ce cas-là, on est payé pour le faire. Parce qu'il y a un peu, c'est vrai que c'est l'avantage de la santé. Il y a les urgences pour justement les urgences. Exactement. Alors que effectivement, dans le droit, non. Et je le mec qui t'appelle le dimanche matin, t'es en repas de famille, il dit non mais moi il me faut le contrat tout de suite, sinon je change d'avocat. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Moi je sais que j'ai pas mal de copains de promo du coup qui aujourd'hui sont avocats dans des grands cabinets parisiens, et des fois moi leur quotidien ça me paraît tellement stratosphérique. Exactement, parce que c'est du style où il reçoit un call de sa N+1 à 23h30 qui lui dit écoute, attends, je suis dans le lit avec mon mari, je vais dans la pièce d'à côté, il faut qu'on se fasse un call parce qu'on doit boucler ça pour demain à 8h. Et tu te dis mais attends, il est vendredi soir 23h, il est dans le lit avec son mari, comment cette scène peut arriver? Exactement. Mais elle arrive, hein. Exactement. Elle arrive vraiment. C'est pas un mythe. Donc pour revenir à tes investissements, du coup, t'achètes à peu près sur quelle temporalité? Alors, moi j'ai une... Parce que c'est impressionnant quand même, 120... alors tout à fait, ça fait beaucoup, et c'est beaucoup à gérer, et ça a été énormément de travail. Souvent, les gens font l'erreur de croire que j'ai pu en acheter autant parce que je gagnais bien ma vie. Moi, je me suis très vite associé avec mon papa, donc parce qu'on était 2 revenus, donc on a pu en acheter plus, etc. Il faut aussi se dire quand même qu'il faut les trouver.
Oui. Il faut les négocier, après il faut les rénover, après il faut les louer et il faut vérifier que le loyer est payé. J'allais dire, faut les gérer. Exactement, faut les gérer derrière. Et moi j'ai une vraie dimension sociale qui me plaît beaucoup. Donc ce qui fait que je fais du logement social, je fais du logement pour des femmes victimes de violences, je fais du logement pour des personnes qui souffrent de handicap, donc plus difficile à gérer, Oui. plus satisfaisant sur le plan moral et personnel, mais plus difficile à gérer quand même. Et ce qui m'a permis d'en faire autant, c'est que à l'heure où on tourne ce podcast, je me suis jamais versé un seul centime de tous ces investissements. Tu as tout laissé pour faire Tout le l'effet temps. boule de neige. Tout le temps. Donc, ce qui fait que quand le banquier, par exemple, me demande mes bilans, assemblée générale, etc., pour établir un petit peu Ouais. combien rapporte le groupe, il voit qu'il n'y a jamais eu de versement de dividendes et qu'il n'y a aucun salaire. Donc forcément, déjà, ça aide les choses. Oui. J'ai la chance d'avoir travaillé avec plusieurs banques différentes, plusieurs structures différentes, d'avoir tout de suite bien travaillé ma fiscalité pour investir sur des modèles qui sont facilitants au niveau bancaire, notamment la société civile, qui a beaucoup plus de garanties. T'es en SCI Alias, du coup, surtout, Ouais. tout est bien quasiment. Ouais, moi je suis organisé sous forme d'une holding principale, qui est une holding active, puisqu'elle a une activité propre aussi, Ok. et des SCI sous-jacentes ou SAS quand il s'agit d'une structure de marchand de biens ou d'une structure de formation pour faire de la formation en ligne ou du coaching par exemple. D'accord. je Quand fais tu encore. dis activité propre dans la holding, elle est holding animatrice ou elle Animatrice. Animatrice. Ouais, ok. tout à fait. Mais de cette holding, la holding par exemple me paye ma voiture de fonction, mon téléphone, mais sur l'ensemble de tous les fonds qui remontent dans la holding, que ce soit en remontée de dividendes ou en facture de prestation, avec ce qu'on appelle les conventions Ouais. de trésorerie, j'ai zéro salaire dessus. Et moi, je vis avec mes 1800 € d'interne en médecine, quoi. D'accord. Donc forcément, c'est un sacrifice Ouais. parce que je roule pas en Ferrari, parce que j'ai pas une Rolex au poignet, même si c'est pas du tout mon objectif Ouais. et mon Oui. kiff à titre personnel, mais même si ça l'était, aujourd'hui, je pourrais pas le faire, ou alors je pourrais moins investir. C'est ça. Mais je peux pas mettre 40 000 € dans un immeuble, puis 60 000 ici, puis 60 000 ici, puis 60 000 ici, et en même temps Non, dépenser 30 000 € dans une montre. C'est sûr. On peut pas tout faire non plus, Ce quoi. n'est pas gentil. Ah, excuse-moi. Cyril s'en mêle, il est pas d'accord. Cyril s'en mêle. Ouais, mais je suis entièrement d'accord là-dessus parce que c'est souvent ce que je pense oublie un peu les investisseurs débutants, c'est qu'ils veulent tout de suite profiter, alors que la boule de neige peut être tellement plus puissante quand Tout à fait. on remet. Et c'est vrai que l'immobilier, bon, on l'a déjà dit, mais on est d'accord là-dessus que c'est le levier, en tout cas le plus fort pour Oui. s'enrichir rapidement. Mais il faut en permanence mettre du cash dans la machine si on veut continuer à l'alimenter et à aller plus vite, parce que même si bon, on nous parle un peu partout sur internet de 110%, je sais pas si t'en as fait beaucoup. J'en ai fait au début, ouais, pas mal. Voilà, nous aussi on en a fait au début. Mais plus maintenant. Plus maintenant. Ouais. Après, arrivé au Et bout puis d'un on cherche, moment. après, avec le temps, quand on a les capitaux, Oui. tout ça, on cherche plus à en faire aussi. Exactement. On cherche à faire le plus de dossiers. Oui. Et voilà, tu me parlais d'horizon de temps, par exemple. Moi, j'ai fait quand même beaucoup de crédits sur 15 ans. Ah, Déjà parce que les CIAIS, chez BNP Paribas, c'est sur 15 ans. Ok. Chez la Banque Populaire, maintenant, c'est une politique interne, c'est sur 15 ans. Ok. La Société Générale, c'est sur 15 ans aussi. Donc, je préfère faire le dossier, même si c'est un dossier où je suis à cash flow zéro ou cash flow de quelques centaines d'euros Oui. sur un investissement à 500 000 €, Mhm. plutôt que de pas faire le dossier parce que j'ai pas de cash flow. Le cash flow, moi, c'est vraiment une sécurité pour changer mon ballon d'eau chaude. Ok. Mais c'est quelque chose dont j'ai pas besoin, on va dire, foncièrement pour vivre. Oui. Même si plus on a de cash flow, moins ça grignote notre capacité d'emprunt. Mais la capacité d'emprunt, c'est pas la même quand on est professionnel ou quand on est particulier. Tout est différent. Oui. Mais voilà, c'est des choses que j'ai fait pas mal de fois. J'ai aucun crédit sur 25 ans, par exemple. C'est rigolo. Nous, on- J'ai Pas que du tout 15 ou du 20. Nous, on n'en a pas non plus des crédits sur 25 ans. On a du 25 ans, 22 ans, ou on a eu Ouais. du 20 ans avec différé. Moi, j'ai eu un peu enfin, justement, c'est une des raisons un petit peu qui fait que je suis allé dans la banque, c'est que quand je me suis dit, je veux pas être avocat, faut que je Ouais. fasse autre chose. Et je me suis dit, je veux faire beaucoup d'immobilier, il faut des crédits. Exactement. Bon, c'est vrai, un cursus qui se prêtait un petit peu d'aller travailler dans la banque, donc c'est pour ça que j'y suis allé. Et ils ont trouvé d'ailleurs, quand j'étais stagiaire, j'étais très curieux sur les crédits immobiliers. J'étais là, donnez-moi ça, je veux regarder, je veux savoir, je veux apprendre. Et ils comprenaient pas trop parce que les banquiers aiment pas trop le crédit immobilier, Oui. on perd du temps, c'est toujours des contraintes avec les clients, c'est long. En plus, nous on est toujours en front office avec derrière des analystes crédit qui ont pas du tout la même vision, et des fois on est un peu entre le marteau et l'enclume Exactement. d'arriver à faire le dossier. Et en fait, j'ai vu tout de suite que si on voulait faire beaucoup de dossiers, fallait pas rechercher le 110% 25 ans. Il existe, mais il est rare, il est difficile à obtenir. Il fallait plutôt avoir des oui des banques Oui. pour pouvoir les enchaîner, et du 20 ans avec avoir des Exactement. frais de dossier
foncier, des frais hypothécaires, des frais de notaire, c'était amplement suffisant pour enchaîner. À partir du moment où en plus tout le cash que on sortait des opérations et le cash flow qu'on avait, on le mettait de côté pour pouvoir le renvoyer. En faire autre chose derrière, ouais. Et on le voit aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'ailleurs aussi de faire des dossiers où, par exemple, là on fait un projet, on nous demande 12% d'apport sur un dossier à 400, sur un projet à plus ou moins des 500 000, donc ça fait, on est à 60 000 euros d'apport. Et effectivement, on n'aurait pas mis ce cash flow de côté, on n'aurait pas pu le faire. Bah, ou tu peux, mais ça prend des années, quoi. C'est ça prend des années. Tout dépend après de l'ambition et des moyens que tu veux te donner, mais oui, je pense que sans ça, c'est compliqué, quoi. Et du coup, toi, tu t'enchaînais, dès que tu signes le compromis, tu recherches déjà un autre bien pour histoire de les enchaîner au niveau du financement. Alors, ça dépend. Moi, je suis tout le temps en période de recherche. Okay. Alors, parfois en recherche plus active que d'autres, dans le sens où parfois c'est de la recherche uniquement sur annonce ou voilà, un café avec un agent immobilier, un deuxième, un troisième. C'est toi qui t'en charge en tout cas. C'est moi qui m'en charge, bien sûr. Alors maintenant, j'ai la chance, notamment avec les réseaux sociaux aussi, où les gens m'apportent beaucoup d'affaires, puisque les gens savent ce que je fais. C'était aussi un des intérêts pour moi de faire connaître mon activité. Et il y a des périodes où vraiment je suis à la recherche d'une opération. À ce moment-là, je vais même faire de la prospection. Okay. Donc je vais faire du porte-à-porte et de l'étude cadastrale. Donc je me balade dans la rue qui est ici, je vois qu'un immeuble est abandonné, je repère sur la boîte aux lettres, je regarde la parcelle cadastrale, j'arrive à remonter jusqu'au propriétaire, je l'appelle et je lui explique que voilà, que je suis investisseur immobilier, que je cherche des vieux immeubles à rénover à la vente. Est-ce que ça l'intéresserait d'en discuter autour d'un café ou d'une bière un de ces jours? Et c'est ce qui me permet aussi d'avoir des deals qui n'arrivent jamais sur le marché, mais en plus jamais chez les agents immobiliers, quoi. Ouais, t'es en off, du coup. Oui, c'est en off, du off. Off market avant l'agent immobilier. Exactement. Ça, c'est quand même le meilleur parce que c'est souvent celui où, déjà, on n'a pas les frais d'agence, donc on part sur un prix un peu plus bas. Après, tout à fait. Parfois, ça, je l'ai vu. Au début, j'étais aussi à me dire que les frais d'agence, c'était des frais perdus, entre guillemets. Ouais. Quelquefois, pour une négociation, avoir un agent immobilier, c'est quand même. Oui, ça peut être aussi une bonne chose. Parce que finalement, des fois, il y a des vendeurs qui sont têtus. Oui, tout à fait. Et même nous, ça nous arrivait de tomber justement sur des vendeurs qui avaient pas d'agence immobilière où on s'est dit, il y a peut-être un coup à faire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils voulaient pas négocier et qu'en fait, il avait pas pris d'agence parce que, naturellement, l'agence. Il veut pas vendre. Voilà, c'est ça. L'agence est là pour faire une intermédiation, pour proposer un prix, un bien immobilier, à moins que ce soit vraiment une affaire exceptionnelle, elle ne se fait jamais au prix, il y a toujours une petite négociation. En moyenne, c'est 20%, je crois, d'après les stats. Non, c'est moins, c'est 5, je crois. Ah ouais, c'est vrai. Chez les notaires. Après, ça inclut toutes les résidences principales, les effets coup de cœur, etc. Ouais, tout à fait, ça, je veux dire, on fait la moyenne entre, justement, le médecin qu'on disait tout à l'heure, qui voit une maison avec sa femme, il se dit, je l'achète content. Même s'il n'a pas les moyens, il l'a. C'est ça, exactement. Et puis, les investisseurs immobiliers qui ont parfois faire 50% de négo, comme ça peut arriver, quoi. Ah, exactement, ouais. Et dans ta stratégie, tu as privilégié de faire des travaux ou en fait tu regardes toutes les affaires et après c'est au niveau de renta peut-être, je sais pas. Ouais, je suis très stat. J'étais très maths au lycée, donc je suis resté très maths aujourd'hui. Donc vraiment la renta, c'est ce qui va guider mon investissement. Le cash flow évidemment, la sécurité. Oui. Si demain j'achète un local commercial et qu'il est déjà loué par n'importe quoi, par boulanger, je suis prêt à accepter une renta bien plus basse que si j'achète un petit immeuble où dedans il y a que des gens plutôt dans une situation défavorisée, donc potentiellement plus de loyers impayés ou plus de difficultés à récupérer le loyer. Où là je vais attendre qu'il y a un renouvellement des locataires. C'est ça. Je pense jamais oublier cette loi immuable de l'investissement, que plus on a de rentabilité, plus on a de risques. Et si jamais un jour, je dis ça pour tous les gens qui regardent le podcast, vous avez un investissement qui a une grosse rentabilité et un tout petit risque, a priori c'est une arnaque. Parce que dans quasi tous les investissements qu'on peut utiliser, plus on a de rentabilité, plus on a de risque. Et moins on a de renta, moins on a de risque. Le livret garanti à 3%, il a une petite rentabilité parce qu'il est garanti. Exactement. Donc il a très peu de risques. Mais si aujourd'hui on va aller chercher de l'immobilier à 12, 13, 14%, c'est possible. Oui. Mais derrière, il faut savoir qu'il y a du risque aussi en travaux, en gestion, en aménagement, en urbanisme, etc., etc. Je dirais aussi du risque et ou du travail, parce que ça peut aussi, des fois on peut avoir entre deux investissements qui ont le même niveau de risque, celui qui fait qu'il y a une plus grosse rentabilité, c'est parce qu'il y aura plus de travail. Job. Soit suivre des travaux qui vont être plus complexes, construire. Voilà, ou alors justement on en discutait, mais il y a moins de travail à par exemple avoir un grand local commercial qui va être loué à 3 000 euros par mois que d'avoir 10 box louées à des professions libérales à 300 euros par mois, où il faudra faire 10 fois le travail qu'on aura fait pour un local. Donc ça aussi, ça vient justifier une différence de rentabilité. Mais j'essaye à chaque fois que je fais une visite, déjà je visite tout ce qui est intéressant ou ce qui paraît intéressant sur le papier.
Et il y a des fois où je vais pas visiter parce que j'estime que le prix est de base trop cher et que même si je le négocie, j'arriverai pas à le négocier au point où moi je suis prêt à faire le deal. Mais j'essaie toujours de me dire, non pas je cherche à faire une coloc, donc je cherche que des T4 avec 3 chambres pour faire une coloc, mais de me dire tout ce que je lui dis, c'est qu'est-ce que je pourrais faire ici qui me permette d'en tirer le maximum de jus. Et parfois ce sera une coloc, parfois ce sera un grand T4 pour une famille, parfois ce sera autre chose de diviser en 3 studios, parce que diviser en 3 studios ce sera plus rentable parce que je suis à côté de l'IUT ou je ne sais quoi. Et j'essaie toujours d'avoir cette optique-là de je visite une machine, un moteur, c'est comment est-ce que je peux le débrider au maximum pour qu'il me génère le plus de puissance derrière. Et pas à l'inverse, je cherche tel type de moteur et tout ce qui est autour, je regarde pas. Et je pense que c'est là où aussi est la plus-value de l'expérience, parce que quand on commence, c'est vrai que on a des amis qui se lancent, moi je leur recommande toujours de partir sur quelque chose de simple, parce que t'as pas d'expérience, le premier investissement, faut qu'il se passe bien, mais c'est jamais le meilleur. Tout à fait. Parce que sur lui on fait quelques erreurs, on sait pas comment ça marche. C'est celui aussi où ça nous paraît une montagne, alors que 2 ou 3 ans plus tard, on se rend compte que c'était rien du tout. Mais c'est vrai qu'avec le temps, je pense aussi qu'il faut tout regarder, voir comment on peut optimiser, parce que même par exemple un propriétaire qui avait un immeuble qui tournait bien, on peut toujours le faire tourner un petit peu mieux parce qu'il y a un appartement à faire en plus, ou il y a des caves inexploitées, il y a toujours quelque chose que peut-être l'ancien propriétaire avait pas vu pour X ou Y raison, parce qu'il s'y intéressait pas, ou peut-être la création de valeur en tout cas. En tout cas, lui peut-être n'avait qu'un immeuble, donc il voyait pas l'immobilier plus loin que ce qu'il avait fait, alors que quand on a plusieurs, effectivement tu as ce regard de te dire, nous on est les spécialistes des caves, de louer les caves. Je me suis rendu compte que des caves ça se loue plus rapidement qu'un appartement dans la plupart des villes. Et à chaque fois qu'on achète un truc, les caves sont jamais exploitées. Alors bon, des fois c'est une cave, c'est pas propre. Bien sûr. Mais bon, pour 100-150 euros, il y a toujours quelqu'un qui la prend et c'est ça en plus de cash flow tous les mois. T'en as 5, ça fait 600 balles. Exactement, ça fait tout de suite un demi-smic. Et pour les financements, t'as appris comment en fait? T'as eu tes prêts directs? Alors au tout début, mon tout premier crédit, c'était chez BNP Paribas, où j'ai racheté du coup le petit immeuble de mes parents que j'avais pas envie de racheter à la base parce qu'il était pas très rentable. Enfin, c'était par rapport au cash flow de ce que je voyais sur internet. J'avais fait un peu toutes les formations de l'époque. Il y avait Olivier Seban à l'époque qui fait plus grand chose aujourd'hui. J'avais commencé un petit peu avec lui à l'époque. Qui était un des premiers, je crois. C'était en 2010 ou 2009. Il a commencé ses premières vidéos, donc ça remonte. Moi, je l'ai suivi en 2016-2017. Et là, sur cet immeuble-là, il n'y avait pas un énorme cash flow. Et à cette époque, mon père m'a dit, écoute, si tu veux, nous, en tout cas, faut qu'on le vende. Ça nous arrange, on n'arrive pas à le vendre. Si tu veux, on fait une SCI ensemble. Comme ça te grignote pas trop de ta capacité d'endettement. Tu pourras en racheter un 3 mois plus tard avec ta banque si tu veux. Mais comme ça, après, tu t'en occupes et tout, ça m'arrangerait. Donc, on avait fait le deal comme ça. Ça sécurise la banque en même temps. Ça sécurise la banque en même temps. Ça sécurisait mes parents. Ils pouvaient récupérer leur argent. Mes parents, à l'époque, étaient en train de divorcer. Donc, ils avaient besoin chacun d'acheter leur appartement, notamment ma maman. Et mon deuxième immeuble, après, je l'ai fait du coup dans la même banque parce que celui-là avait un cash flow. Il est dans la rue qui est juste à côté là. D'accord. Un immeuble de rapport avec un restaurant au rez-de-chaussée, 3 appartements au-dessus. Oui, les immeubles un peu classiques qu'on trouve dans les vieux centres-villes. Où j'ai rénové avec les comptes, 2 T2 duplex. Voilà, où là j'avais 1098 de crédit pour 2005 de loyer. D'accord. Donc j'avais 1200 euros de cash, enfin j'ai toujours d'ailleurs 1200 euros de cash flow tous les mois. J'aime bien les calculs de tête. J'imagine ton premier immeuble, tu devais être pas loin à quoi, 8% je pense. 8% tout pile. Voilà, c'est ça. 8% tout pile. Alors que celui-là, j'étais presque à 13 quoi, voilà, 12,5, 13 C'est sympa. Ouais, donc c'était super cool et du coup ça a été l'occasion en plus quand j'ai fait ce deuxième immeuble là, c'est là où l'histoire est super belle, c'est que j'en discute avec mon papa à un barbecue et puis je lui explique un peu ce que je vais faire, je lui dis c'est bon, j'ai trouvé mon deuxième, je vais faire ça, c'était 2 mois avant qu'on avait fait le premier et il me dit non mais impossible. Je dis comment ça impossible, papa, je suis pas con quoi, enfin je veux dire si je te dis que j'ai 1200 euros de cash flow, j'ai tout calculé, alors je lui réexplique et tout. Et c'est là où il m'a dit écoute moi voilà, faut que je prépare ma retraite mais ça me plaît pas plus que ça, j'ai pas le temps de m'en occuper, j'ai pas envie de m'en occuper non plus. Et du coup, on a fait ce deuxième deal ensemble avec la même SCI qu'on avait fait le premier 2 mois avant dans la même banque. Donc, la même banque nous a prêté coup sur coup. Bon, le deuxième a été très difficile à faire passer. Il a fallu qu'on insiste, qu'on mette un peu plus d'apport, etc. Mais ça s'est fait comme ça, ouais. Et du coup, t'es associé avec ton papa dans toutes tes SCI? Ouais, alors quasi la totalité, sauf j'ai fait des allers-retours en résidence principale pour générer un petit peu de plus-value. Où là, du coup, j'ai acheté en perso. Mais sinon, ouais, on a fait quasi la totalité de nos investissements ensemble. Ensuite, on a
regroupé tout ça sous forme d'une holding familiale. Oui. Et on a même déjà anticipé les choses derrière. C'était une des conditions qu'on avait fixées ensemble, où il m'a fait une donation des parts de la holding. En nue propriété. Voilà, en nue propriété. Donc moi j'ai 100% de la nue propriété et 50% de l'usufruit. Oui. Et lui garde 50% de l'usufruit jusqu'à sa mort. Le deal étant de minimiser notre fiscalité, mais surtout que je puisse lui payer sa retraite. Et on était parti sur une retraite du salaire moyen d'un médecin en France, donc c'est 6 000 euros par mois, je crois à peu près. D'accord. Donc le deal, c'est que le jour où il veut s'arrêter, Il a ce revenu de remplacement. et il a ce revenu de remplacement que je lui paye jusqu'à la fin de sa retraite, quoi. D'accord. Et par exemple, investir avec ta... Je suis désolé. Oh, pardon, excuse-moi. C'est pas grave, ça arrive la mienne aussi. J'allais dire, investir avec ta compagne, du coup, c'est un choix. Enfin, ne pas investir, du coup, avec ta compagne, c'est un choix Non, c'est du pas... tout, c'est parce ça, que... c'est pas... Alors quand j'ai commencé à investir, j'étais pas avec ma compagne actuelle, avec qui je suis fiancé, mais là du coup pour la résidence du château dont on parlait juste avant de commencer, on est associés ensemble. Ouais, on est associés ensemble sur ce deal. D'accord. Cet investissement-là, du coup, il est pas sous la holding, il est sous la holding aussi, ouais. D'accord. Il est sous la holding dans une SCI dédiée, dont ma holding détient 70% des parts pour être précis, ma compagne 15%, la compagne de mon papa 15%, et où nous sommes locataires de cette même SCI en fait. D'accord. Un gros, À titre gros perso. projet. Ouais, un gros projet, ouais. Projet chouette, un gros projet familial. Et vous rêve, êtes locataire, c'était pour faciliter un peu tout ça, parce que sur les résidences principales, on aime bien, c'est l'exonération de la plus-value. Oui. Là, c'était parce que justement, il y avait on va dire le projet investissement qui est un peu corollaire avec parce que j'en parle un peu plus vite, même si tu l'as pas encore expliqué, parce que j'ai regardé la vidéo YouTube que j'ai trouvé assez intéressante. Yes. Sur celui-ci, où il y a justement le projet des tiny house, des résidences dans la forêt, un peu de location saisonnière, etc. Ouais. C'était parce que plutôt que séparer, ou par exemple de faire en sorte de diviser un peu tout le foncier, c'était plus simple de tout laisser en une entité. Voilà, c'était plus simple de tout laisser en une entité. Il y avait une activité locative qui était propre, donc j'avais pas du tout envie de me la mettre en perso, de changer de tranche marginale d'imposition, etc. Et c'est surtout que nous, on a un système où la société mère, donc la coordinatrice un peu de toutes les autres, va être celle qui centralise le matériel dont on a besoin. Donc, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai acheté un camion Ben qui me permet à la fois de faire l'acheminement des matériaux sur mes chantiers, me permet d'aller à la déchetterie, tout ça. Du coup, elle est prêtée aux filiales ponctuellement et tout est centralisé. Voilà. En ce moment, je suis en train de regarder pour une mini-pelle, par exemple. Donc, du coup, c'est la holding qui achète la mini-pelle et qui permet de faire plusieurs chantiers en même temps, quoi. Okay. Une vraie entreprise de BTP, quasiment. Ouais. C'est un peu ça, ouais. D'accord. Très bien. Et après, là où je voulais rebondir, c'est... Tu as fait des projets également qui étaient sans travaux, où tout était déjà loué, où ça encaissait directement. Alors, j'en ai fait assez peu. Dans ce cas-là, c'est pas forcément ce que je préfère faire parce que c'est difficile d'amener de la valeur. Mais je l'ai fait plusieurs fois, notamment dans des immeubles où les loyers des appartements étaient vraiment en dessous du prix du marché. J'ai un exemple en tête d'un immeuble où il y a 6 T2, où les T2 étaient loués à entre 300 et 350 euros par mois, charges comprises. Donc, plus de 100 euros en dessous du prix du marché pour la qualité des T2 que c'était. Donc ça a été une stratégie pour moi d'ajouter de la valeur en petit à petit. Alors voilà, je voulais pas faire de petits dans le dos au locataire ni quoi que ce soit, donc j'ai pas régulé le loyer tout de suite. Mais voilà, comme dans tous les immeubles, un locataire est parti, du coup j'ai pu gagner 100 euros de plus, puis le deuxième, 100 euros de plus, puis le troisième, 100 euros de plus. Sachant que j'imagine le prix avait été négocié par rapport au fait que justement... Exactement, ouais. Exactement. Ça c'est bien parce que moi ça m'est arrivé sur une négociation de tomber justement sur ce type d'immeuble où ce que je trouvais intéressant c'était justement ça de me dire ils sont loués en dessous du prix du marché parce qu'en plus c'est un propriétaire qui avait une subvention de l'ANA à l'époque, je crois un dispositif COS ou quelque chose comme ça, donc il devait louer pendant 9 ans à 40 ou 50% en dessous du marché et il est arrivé au bout de son engagement, donc il vendait pour cette raison. Par contre il voulait vendre en tenant compte de la vraie valeur des appartements et pas de la valeur actuelle. Mais moi, c'est ce que je lui avais expliqué dans la négociation. J'avais dit, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible parce que les locataires, on va pas les mettre dehors.
On n'a pas le droit. Déjà, on n'a pas le droit. Et puis même 6 ans. d'un point de vue humain, il a payé son loyer tous les mois à 250 € pendant des années et des années. On va pas lui expliquer demain que c'est 350 ou 400 €. Parce que ça n'a pas été régulé depuis 5 ans. Ou parce qu'il y avait justement un dispositif de loyer modéré derrière. Donc c'est pour ça qu'on n'avait pas fait le deal au final. Et je pense qu'il a dû avoir du mal à le vendre. Ouais, bien sûr. Il y a pas mal de vendeurs qui veulent pas vendre après. Et c'est tout. C'est toujours une loi de marché. C'est ça. J'ai eu la discussion ce midi avec un collègue avec qui j'étais en train de manger qui me disait ouais, mon plombier pour installer ma chaudière il me prend 3000 €, c'est n'importe quoi, c'est trop cher. Et je lui posais la question, mais sur quoi tu te bases pour dire que c'est trop cher? Il me dit est-ce que tu te rends compte 3000 €, moi je suis pharmacien, pour générer 3000 € de salaire, tu te rends compte la quantité de travail qu'il faut que je fasse? Et je lui disais, mais tu sais, le prix du plombier, c'est une loi de marché, en fait. C'est en fonction de l'offre et de la demande. S'il te prend 3000 €, fais venir 10 plombiers, à combien est la moyenne? Si la moyenne est à 3000 €, ça veut dire que ce que ça vaut, aux yeux du marché, c'est 3000 €. Donc après, tu choisis de le faire ou de pas le faire, ou tu choisis de prendre un artisan qui est à rabais, mais s'il est au rabais, en dessous du prix du marché, par définition, c'est qu'il a moins de travail que les autres. S'il a moins de travail, souvent, c'est potentiellement qu'il est moins bon, qu'il a un petit peu plus de soucis, un petit peu plus de garanties décennales qui sont activées à droite, à gauche. Donc c'est pour ça que moi je dis jamais c'est trop cher par rapport à ce que ça vaut. Je dis c'est trop cher par rapport à ce que j'ai les moyens de payer tout de suite. Ou de ce que je veux mettre dedans. Mais jusqu'à preuve du contraire, tu fais venir 10 plombiers, si la moyenne des 10 c'est 3000 € pour l'intervention, c'est que ça vaut 3000 €, quoi. Tout à fait. Parce qu'après, on va dire, le seul cas de figure qui peut vraiment expliquer une différence de prix, et ça peut arriver dans les artisans, c'est que par exemple, ils proposent pas la même chose. Par exemple, celui qui va changer la chaudière va peut-être changer que la chaudière. Et il met une marque très chère. Voilà. Ou alors l'autre, carrément, il va changer la chaudière, il va mettre une meilleure marque, il va refaire le circuit, ça peut arriver sur certaines chaudières de devoir refaire le circuit de refroidissement ou de distribution de l'eau chaude. Et nous, ça nous est déjà arrivé justement d'avoir 2 devis et d'avoir bien fait d'avoir fait 2 devis parce que finalement on a eu un premier devis à 2000 € et on a servi un autre où on avait 500. C'était pas que le premier était beaucoup trop cher, c'était que le deuxième nous a dit non mais ce que vous a proposé le premier, oui, en théorie on aurait dû faire comme ça, mais si vous faites comme ça va tenir dans le temps parce que vous savez pas, un plombier qui a une certaine, la bouteille. Voilà, il y avait 50 ans, il m'a dit écoutez, moi j'ai toujours fait comme ça, on m'a jamais rappelé en me disant qu'il y avait une fuite. Est-ce que ça vous va? Je lui ai dit bon c'est bon, on peut. J'ai la même chose avec une toiture. L'un me propose de la changer, l'autre me propose de la démousser et de la réparer avant de la changer complètement. Parce qu'elle peut tenir 10 ans de plus, donc après c'est vous qui voyez, mais si elle peut tenir encore 10 ans, au niveau trésorerie pour vous, c'est peut-être plus simple d'avoir ça en tête et de la changer dans 10 ans. Mais c'est la même chose en fait, c'est 2 prix de marché différents, en général 2 prestations différentes. Par rapport à la gestion locative, du coup, t'as commencé à déléguer à partir de combien de lots? Quasiment depuis le début, fruit du hasard, une personne qui venait faire un petit peu de ménage chez mes parents faisait de la gestion locative pour elle perso parce qu'avec son mari qui était instituteur en école, ils avaient acheté 1 ou 2 appartements et c'est elle qui gérait. Elle nous avait dit qu'elle adorait ça. Donc du coup, en fait, naturellement, comme moi j'avais le cabinet à faire tourner plus mes études de médecine à faire, on s'est mis d'accord sur un tarif. Moi, ça me convenait très bien pour pouvoir faire la gestion. Donc, quasi dès le début, en fait. Ok. Quasiment dès le début. On s'en rend compte, là, nous, on en a 34 de lots, donc beaucoup moins que toi. Ça commence à faire déjà. Quand même, hein. Franchement, ça tire Sachant qu'on fait tout de A à Z, à part les travaux. Ouais. Donc j'imagine, toi, avec les régules, la gestion, les appels, les machins. Non, ça fait du job. Moi, aujourd'hui, j'ai une assistante à temps plein qui est ma compagne à l'heure actuelle. Elle gère pour toi, du coup, tout ce qui est entre... Ouais, alors en général, moi je fais les états des lieux d'entrée, les états des lieux de sortie, ou des fois on s'arrange, c'est elle qui le fait, ça dépend des lots et puis de notre planning respectif. Planning, tout à fait. Voilà, on est une équipe, donc le but du jeu c'est que tout le bateau avance ensemble, mais ça mobilise 30 heures par semaine de boulot quand même. J'imagine. En plus, c'est bien parce que ça veut dire que t'es bien proactif, que tu participes, etc. Parce que je trouve qu'on voit un peu trop souvent des investisseurs immobiliers qui disent qu'ils sont 100% délégation, qui s'en occupent pas. Moi, j'ai toujours un peu de mal à me dire, franchement, avoir un parc et pas s'en occuper, soit à ce moment-là, on a vraiment un gestionnaire locatif qu'on paie cher, qui nous apporte un travail, qui est excellent, qui est excellent et qui apporte vraiment un travail de qualité. Ou alors à un moment donné, c'est pas la majorité. Faut toujours mettre la main à la pâte là-dessus. Ouais, tout à fait. Rien que une entreprise de ménage qui passe dans un immeuble, moi ou ma compagne, on passe pour voir si c'est fait. Une fois sur 4, une fois sur 5, c'est pas fait. Ou c'est pas fait correctement. Ou on nous a facturé des vitres alors qu'on n'a pas fait les vitres. Et toutes ces petites choses-là répétées, c'est peut-être que 25 €, mais
Ça grignote. Un sou est un sou. Enfin, moi, j'ai été éduqué comme ça. Et 25 plus 25 plus 25. En plus, pour du ménage qui est récupéré auprès des locataires. Oui. Donc, ça veut dire que l'arnaque, elle est pas pour moi, mais elle est Pour pour les eux, locataires qui sont mes clients. Oui. Donc, pour moi, c'est absolument hors de question, quoi. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire que si moi, tu viens me voir en consultation, le prix de la consultation, c'est 25 €, que je te donne pas d'ordonnance, alors qu'il faudrait que je t'en donne une, bah, c'est pas correct. Non, c'est sûr. Bah, c'est exactement la même chose, quoi. Nous, on a exactement la même chose, parce que notamment sur les locaux professionnels où on s'occupe du ménage, des salles d'attente, etc., des WC, faut quand même que ce soit relativement propre. Ouais. Même si nous, on est sur du paramédical, c'est pas du médical, il y a quand même, quoi qu'il arrive, quand on reçoit du public, on veut que ce soit nickel, Bien sûr. parce que c'est aussi pour que les gens le laissent nickel, il faut que ce le soit. Parce que naturellement, quand c'est sale, bah, t'as tendance à laisser ça sale. Et effectivement, nous aussi, on passe, on vient vérifier que le ménage a été fait, que les poubelles ont été vidées. Parfois, c'est le petit détail, hein, que quand quelqu'un qui vient, qui fait le ménage, qu'il en a fait 10 dans la journée. Enfin, moi, je le vois en tout cas quand je travaille à la banque. Oui, c'est la même chose. Hein. Exactement, on voit les services de ménage qui viennent et où forcément c'est des prestataires externes qui font ça parfois à la va-vite et qui oublient un petit peu la moitié la moitié des choses derrière. Donc c'est normal qu'il faut toujours vérifier et garder la qualité du service qu'on veut proposer à côté. Ben ouais, carrément. Parce qu'en plus derrière c'est des locataires qui sont contents, qui restent dans la durée, des loyers qui sont payés, des bonnes relations, parce que nous on met l'accent pour avoir des bonnes relations avec les locataires, parce que je pense que c'est comme ça qu'on les garde. Bien sûr. Et que tout se passe bien. Ah ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu as déjà eu à gérer une situation d'impayé, j'imagine? Ah oui, bien. Oui. Ouais, pas mal même. Comme moi je fais pas mal de logements sociaux, des fois c'est des impayés qui se règlent pas. Ça m'est arrivé une fois sur un local commercial où le propriétaire du fonds commercial est jusqu'au dépôt de bilan. D'accord. Où du coup là t'es pas payé pendant 6 mois, 8 mois, donc c'est un peu plus compliqué. Oui, le temps, j'imagine, c'était quoi, un redressement judiciaire, une c'est liquidation? Ça. Ouais, c'est une liquidation. Une liquidation directement. Exactement. Donc là ça a duré un petit peu plus longtemps, mais sinon dans la majorité des cas on arrive à résoudre ça assez rapidement. Et voilà, on va dire qu'aujourd'hui sur un parc de 117 lots, j'en ai quasi en permanence 2 ou 3. Qui sont pas payés. Voilà, qui correspondent à peu près à la moyenne nationale. C'est ce que j'allais dire, ça correspond aux stats. Voilà, c'est ça, c'est entre 2 et 3%. Donc en sachant que sur certains, j'ai une garantie Visale, sur d'autres, j'ai des cautionnaires, donc il y a toujours moyen de faire, mais c'est toujours chiant, quoi. C'est toujours chiant. C'est sûr, parce que c'est de la perte de temps. En plus, c'est toujours difficile à appréhender parce que j'ai remarqué qu'en fonction des locataires, il y en a où faut les accompagner parce que ça peut être un vrai drame humain et que ils savent que c'est pas bien, que c'est pas bien et que s'ils pouvaient ils le feraient. Et après, il y a parfois ceux qui sont plus récalcitrants ou parfois pour des raisons inexpliquées, ils sont un peu virulents, pas voilà, contents, exactement. Qui du coup essaient de trouver des excuses. Oui, mais le ménage est mal fait dans les parties communes, donc du coup je paye plus mes charges. Exactement. Ou il y a ça qui est cassé. Oui, mais c'est vous qui l'avez cassé. Donc non, ça peut vite. C'est de la gestion d'humain. Exactement. C'est de la gestion d'humain. Moi, c'est peut-être ce que je trouve le plus difficile dans l'immobilier. Le plus chiant. Oui. Le plus chiant. Le plus chiant. Mais c'est aussi ce qui nous permet d'être rentable, quoi, c'est sûr. De gagner de l'argent. C'est sûr. Ça vaut le coup. Et en plus, je trouve que c'est difficile à déléguer parce que, à moins d'avoir, comme on en discutait, un très bon gestionnaire locatif qu'on paierait très bien, avec une agence, je suis pas sûr que ça se passerait beaucoup mieux. Pour avoir déjà fait le test, moi, j'ai jamais été content d'un service d'une agence professionnelle. Parce que il faut savoir qu'une gestionnaire de propriété dans une agence, telle que Nexity ou je ne sais quoi, elle a entre 500 et 600 lots à gérer en moyenne. Donc quand on en gère 550, et même si t'en as 50 et que pour elle t'es un gros client, elle peut pas les gérer comme si on en avait moins que ça. Donc moi je sais que c'est une solution que je prends plus aujourd'hui. Peut-être que je la prendrai, j'en sais rien, quand tout mon capital sera remboursé, que j'aurai plus du tout de crédit et que j'aurai 1000 ou 2000 euros à perdre par mois sans résultat derrière. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de perdre ces 1000 ou 2000 euros par mois sans le service qui est relié. Sans le service, on est d'accord. Moi j'ai fait des tests, jamais en délégation complète, mais ce qu'on appelle plutôt en mandat de recherche de locataire. Et même là-dessus, j'ai pas compris comment moi, simplement avec le Bon Coin, j'arrivais à trouver un locataire plus vite qu'une agence qui, soi-disant, me publie sur 30 sites et qui connaît tout le monde. Parce que, en plus, c'était dans une petite ville de peut-être 6 à 10 000 habitants. Donc, l'agence, elle me disait, oui, on connaît tout le monde, etc. C'était pour un local professionnel et finalement moi je l'ai trouvé sur le Bon Coin plus rapidement, donc pourquoi payer des frais d'agence si c'est fait plus vite et quelle est la plus-value en fait, à part que j'ai pas à me déplacer pour l'état des lieux, sinon il n'y a pas spécialement de plus-value, c'est dommage. Carrément, c'est dommage parce que finalement si on avait le service on serait d'accord pour le payer, quoi. C'est bien sûr.
Bon, du coup, t'es médecin, tu fais de l'immobilier, et là, il y a récemment, t'as commencé les réseaux sociaux quand même, je trouve. T'es bien présent sur YouTube. Ouais. Alors qu'à la base, moi, j'avais pas TikTok, j'avais pas Snapchat, je suis pas du tout réseaux sociaux, mais j'ai commencé il y a 1 an, en même temps que mon aventure avec MindYo et notamment avec Yomi, qui m'a pas mal aidé sur cet aspect-là, qui lui connaît très bien le domaine. Et c'est cool, c'est une bonne expérience. J'en ai des aspects négatifs, des aspects positifs, un peu des deux. Les aspects négatifs, c'est peut-être par rapport aux haters, c'est ça? Non, principalement les haters, pas forcément. non, parce qu'à la limite, qu'un mec au bout de la France dise que je suis un menteur, ou un raté, ou un fils de riche, ou je ne sais quoi, je m'en branle, les gens merdent, quoi, entre guillemets. Mais par contre, ça m'est arrivé des personnes de mon entourage qui savaient ce que je faisais, mais sans le savoir vraiment, ou sans avoir les détails. Et du coup, quand je l'ai exposé aux yeux de tout le monde sur YouTube, c'était des amis, c'est devenu moins des amis, puis j'ai commencé à avoir des petites remarques et puis un peu de jalousie, des petits pics, un peu de jalousie qui s'est créé, même beaucoup de jalousie quand même parfois des amis de mes parents par exemple. Je me souviens qui ont tenu des discours à mon papa ou à ma maman, mais comment ton fils peut faire une chose pareille, tu te rends compte, c'est n'importe quoi de parler d'argent sur internet. Oula. Ouais, des trucs où je me dis, mais le mec, il a déboulonné, quoi. Il est complètement malade, il est complètement fou. Je suis pas en train de dire que je vends des armes, que j'utilise des femmes, que je suis proxénète, exactement. Tu vois ce que je veux dire? Je dis juste que tout le monde a le droit d'être libre et tout le monde a la possibilité de le faire en appliquant la recette que j'ai moi-même appliquée. Oui, en plus, en parlant d'investissement immobilier, c'est quand même que, pour beaucoup de gens, ça paraît, complexe ou très loin du quotidien, mais en réalité, suffit de regarder le nombre d'immeubles et d'appartements qu'il y a dans les villes. Il y a un nombre d'investisseurs immobiliers en France. C'est énorme. Je sais pas, il doit au moins y en avoir 2 ou 3 millions, je pense, au moins un appartement. Après, bon, des gros investisseurs, il y en a moins forcément. Mais bon, c'est quand même pas quelque chose qui est complètement sorti du chapeau. Bien sûr. Mais je veux dire, je vends pas de scam, de signaux de training qui marchent pas. Enfin, c'est pas du tout mon volet. Je connais rien là-dedans d'ailleurs. C'est ça. Donc j'aurais un feedback mitigé sur la mitigé là-dessus. Mais je veux bien comprendre parce que nous aussi quand on a lancé le podcast, moi c'était honnêtement c'était une des peurs que j'avais de l'entourage, où finalement dans nos amis proches en tout cas ça a strictement rien changé, parce qu'après moi j'ai toujours été assez discret sur ce qu'on faisait, en tout cas au début, parce que moi je suis toujours quelqu'un, si je l'annonce, c'est pour qu'il y ait exécution derrière. Donc au début, je me suis dit je suis pas sûr, on va attendre avant d'en parler, et naturellement ça prend aujourd'hui quasiment la moitié de notre temps, on est obligé d'en parler autour de nous parce que sinon ils disent pourquoi vous étiez pas là hier soir, qu'est-ce que vous avez foutu exactement, ou quand les gens te disent t'as une dure semaine, oui elle a été un peu dure, ils te disent c'était ton boulot. Non, c'était pas que mon boulot. Exactement. Donc forcément, on est obligé d'en parler. Donc c'est vrai que les gens commençaient à être un petit peu au courant. Et puis quand je fait le podcast, je me suis dit là, ça va être un peu plus large parce qu'il y a des gens qui me connaissent de plus ou moins loin. Pour l'instant, on n'a pas eu trop de soucis là-dessus. Après, on n'a pas eu non plus, on va dire la strate d'âge au niveau de nos parents, comme on fait quand même un podcast. Et on a choisi quand même de s'adresser à relativement jeunes. On n'a pas eu, c'est vrai, le côté où les amis des parents qui viennent donner leur avis dessus. Je pense que c'est très bien qu'on l'ait pas eu. Parce que je pense que ça aurait sans doute été c'est un peu désagréable quand même de voir des gens que tu connais. C'est ça. Alors après, moi, si tu veux, j'ai même des amis qui sont artisans, qui sont diagnostiqueurs, qui du jour au lendemain ont monté leur prix. Ah bon? Oui. Alors que, je veux dire, tous les gens qui me connaissent savent que je suis bon en maths parce que j'ai toujours été le matheux de la classe quand j'étais au lycée. Et moi, j'ai grandi ici, donc j'ai grandi où est-ce que j'investis. Donc une grande partie des gens avec lesquels je travaille, je connais un cousin, un frère, un ami, une connaissance de près ou de loin, quoi. Et j'ai eu des amis qui du jour au lendemain ont changé leur attitude drastiquement à partir du moment où ils savaient ce que je faisais alors que je le faisais déjà. Et que j'étais le même mec et que j'ai les mêmes vêtements, la même voiture, la même vie, enfin la même simplicité entre guillemets. Mais pour eux, ça change. C'est vraiment dommage, c'est-à-dire que c'est le cancer de notre pays en fait. Oui. C'est que tu te rends compte que tout ce qui est performant et ce qui sort du cadre de la médiocrité et qui se propage, qui est une maladie très contagieuse en France aujourd'hui, du coup dérange. Mais par contre, voilà, qu'on ait un PIB aussi distant des États-Unis que nous et le Chili, ça dérange personne. Quand on était dans le top 3 mondial, aujourd'hui on n'est même pas dans le top 20, ça dérange personne. Qu'on a parmi les écoles les plus mauvaises de toute l'Europe, ça dérange personne. Et personne se dit, putain, il faudrait plus de mecs qui disent qu'il faut qu'on gagne plus d'argent, qu'on crée de la valeur, qu'on apporte quelque chose à notre société. Et moi je le vois comme vraiment quelque chose de
à faire de patriotique, quoi. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'investis ici et que je paye mes impôts ici et mes charges sociales ici, et pas à droite à gauche, parce que mon équipe, c'est la France, quoi, avant tout. Mais il y a des gens où ils ont pas ce raisonnement-là, en fait. Non, ils s'en foutent. Non, enfin, effectivement, c'est une sorte de. Il y a de la jalousie, je pense aussi qu'il y a du rejet de sa propre image, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont pas actifs dans leur vie d'un point de vue, ils sont pas acteurs de leur vie, ils la subissent. Tout à fait. Et le fait de voir ça, je pense que ça leur renvoie ce que eux ne font pas. Et en plus, je pense que ça a dû jouer sans doute un petit peu pour toi, ça un petit peu pour nous aussi. À une échelle beaucoup moins importante, mais même par exemple pour ceux qui voient toute la journée les influenceurs, les investisseurs, etc. Je pense comme ils se disent que c'est les réseaux sociaux, c'est un peu comme la télé, ils prennent une certaine distance. C'est la science-fiction. Exactement. C'est-à-dire que toute la journée ils le regardent, mais au fond d'eux ils se disent non, c'est pas possible parce que sinon j'aurais pu le faire. Et c'est vrai que moi ça m'est arrivé quelques fois où quand moi j'ai exposé ce qu'on voulait faire, les personnes ont été très surprises. Et moi, j'étais surpris qu'ils soient surpris parce que je vais dire, mais toute la journée, tu regardes un tel sur YouTube, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Après, bon, dans l'application même, c'est vrai, on n'a pas les mêmes histoires de vie, on n'a pas les mêmes plans, on n'a pas les mêmes, voilà, chacun ses objectifs. Mais, sur le principe, c'est le même. Et, il m'a regardé en me disant presque, c'est pas possible. Et j'étais là, mais toute la journée, tu regardes un tel. Je comprends pas ce que tu comprends pas. Voilà, c'est ça, exactement. Et je pense que, on en avait un petit peu discuté tous les deux, je pense qu'il y a ce côté, que la distance qu'ils mettent, d'un coup, elle est cassée par le fait que c'est quelqu'un qu'ils connaissent et qu'ils voient tous les jours, et que là, ils peuvent plus se dire qu'il y a de la science-fiction, ou qu'il y a quelque chose qui est caché derrière, ou une solution miracle qui a pas été dite. Ou de la tricherie, ou du mensonge, ou de la malhonnêteté, qui est souvent les choses, comme moi j'ai eu comme retour, à titre personnel, même si il faut pas dramatiser, dans on va dire plus de 80% des cas, les gens que je croise dans la rue, qui me reconnaissent, c'est merci beaucoup pour ce que tu fais, vraiment j'ai appris plein de trucs sur ta chaîne YouTube. T'as quand même pas mal de retours du coup de ton influence. Oui, énormément, franchement énormément, et c'est ce qui me pousse d'ailleurs à continuer, et c'est ce qui fait que je me suis dit, écoute, je vais prendre mon petit salaire de médecin, je vais encaisser mes petits loyers, je vais rien dire à personne, et puis les autres, ils se démerdent. Ciao. Si tu veux. Exactement, ciao. Mais du coup, vraiment, je continue, et ce qui me motive, c'est, tous les jours, j'ai au moins une dizaine de messages sur Instagram ou sur YouTube. J'ai vu telle vidéo, vraiment ça m'a ouvert les yeux. Moi aussi j'aimerais faire une maison avec mes parents, vraiment ça m'a fait rêver. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Et c'est cool parce que c'est ça qui est motivant, et je le fais pour ça, quoi. Tu trouves ça dur à mettre en place ou pas, l'influence, du coup? Parce que je suppose qu'il y a des monteurs, il y a des... Ouais, tout à fait. On a toute une équipe de media makers, de monteurs, de personnes qui nous aident pour les scripts, de personnes qui nous aident pour les titres, etc. Dur, non. Laborieux, oui. Parce qu'en fait, tu te rends compte, quand tu t'intéresses un peu au fonctionnement des algorithmes Instagram, YouTube, etc., que c'est plus une question de quantité que de qualité. Oui. En fin de compte. Je suis assez d'accord là-dessus, je l'ai remarqué aussi, et qu'en plus, je pense que c'est le problème des algorithmes, c'est que ils ne mettent en avant que la viralité comme unique critère, et que dans notre domaine, ça éclipse complètement la compétence. Oui. Et que malheureusement, il peut y avoir des formateurs ou des créateurs qui sont pas forcément mauvais, mais qui vont parfois avoir des conseils qui seront pas adaptés, ou en tout cas mal expliqués, ou alors ils vont expliquer entre les lignes une stratégie, mais le souci c'est qu'ils n'ont pas dit le point important que la personne doit savoir, parce que sinon c'est inapplicable, ou alors qu'il y aura une erreur qui va être commise, et que ceux qui l'expliquent bien, mais ils vont pas être mis en avant parce que peut-être que la vidéo elle est moins attractive, ou que des fois juste la lumière, le fond, enfin il y a plein de raisons qui peuvent faire que quelqu'un reste ou pas collé devant son TikTok ou devant l'Instagram pour suivre ou pas une vidéo. Et c'est vrai que ça c'est j'imagine que c'est dommage de des fois se dire de mettre beaucoup d'énergie dedans, de vouloir faire un travail de qualité, et parfois de voir quelque chose pas forcément d'une mauvaise qualité de réalisation, mais en tout cas d'un point de vue des conseils qui sont donnés, qui sont peut-être moins intéressants, et de se dire comment ça se fait qu'il a fait 10 fois plus de vues sur bien sûr. C'est ça qui peut... Et c'est triste en fait quelque part, parce que
tu vois, demain je fais un format court sur Insta, YouTube Short et TikTok où je parle justement, tu disais tout à l'heure, du remboursement du capital qui est vraiment la manière principale de s'enrichir avec l'immobilier, qui est super importante et où 90% de même les gens qui investissent dans l'immobilier n'ont pas conscience. Ils se disent tous les mois je gagne 100 € par mois. Non, tu gagnes 100 € de cash flow par mois, mais tu gagnes beaucoup plus que ça par mois avec ton investissement immobilier. Tu fais un TikTok là-dessus, ça va faire 5000 vues, 10 000 vues. Et moi ça m'est arrivé de faire un TikTok où je suis dans une voiture de sport, où je raconte des choses peu intéressantes, et tout de suite le TikTok fait 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 1 million de vues, alors qu'on s'en fout en fait. Enfin, moi à titre personnel, je m'en branle complètement si tu veux. Donc, les gens ont vu la voiture. Mais les gens ont vu la voiture, donc du coup ils continuent à regarder la suite de la vidéo, et c'est triste parce que c'est pas, en tout cas moi c'est pas la ligne directrice que je veux donner à mes contenus, déjà parce que c'est pas mon truc à titre personnel, donc je peux pas vendre un truc que je n'ai pas et que je ne transpire pas tout simplement. Mais c'est surtout que c'est pas ce qui va sauver la vie aux gens. Non. De regarder des vidéos de mecs qui roulent en Porsche sur Insta. C'est sûr. Complètement. Tu vois, ça va pas transformer leur vie. Ah non, et même ça ne leur apportera rien si c'est un divertissement en réalité. Ouais, tout à fait. Et c'est un divertissement. Exactement. Et c'est vrai que moi je l'ai entendu il y a pas très longtemps, j'avais écouté un podcast où il y avait Yann Darwin, on en a un peu parlé tout à l'heure, et il expliquait que lui ce qu'il préférait faire c'était les vidéos d'analyse de marché où vraiment il se régale, etc. Et que ce qui marchait le mieux sur sa chaîne YouTube c'était les visites de villas à Dubaï. Exactement. Bah oui. Et qui disait franchement bon je le fais parce que ça marche, mais il dit bon voilà une visite de villa, on montre les trucs, les ci, les mi, mais il dit voilà, il y a pas vraiment de valeur derrière, il y a pas de valeur, il y a pas de fond en fait, et c'est vrai que ça, je pense que c'est un peu dommage quand tu te lances dans la création, c'est d'essayer de trouver le juste milieu entre ce qui va marcher pour te permettre quand même d'avoir une audience, parce que bon, on le fait, c'est quand même pas pour pas que ça marche, personne, parce que sinon on le ferait pas, mais c'est de trouver le juste milieu entre ça attire, mais quand même il y a de la valeur derrière. Ouais. Et sans travestir son message surtout. Oui. Je trouve que c'est ça qui est le curseur le plus dur à placer, où parfois tu sais que tu pourrais dire ça et que ça marcherait mieux, mais en même temps c'est pas forcément ce que tu penses et c'est pas ce que tu veux véhiculer, et c'est là où il faut savoir, je trouve, garder son authenticité et voilà. Enfin moi je sais que depuis le premier jour ça fait rire tout le monde m'écrit sur Insta pour ça, mais moi mes chemises elles viennent de Primark parce que je trouve que la qualité est correcte et que la chemise est à moins de 10 €, et depuis le début je le dis, et aujourd'hui je le dis encore, ma chemise d'aujourd'hui elle vient de Primark. Et c'est pas pour ça que j'ai pas 117 biens immobiliers, tu vois, ça a aucun rapport. Il faut que les gens arrêtent de faire une corrélation entre les signes extérieurs de richesse et la richesse sur le compte bancaire. Je pense que t'es bien placé pour le savoir. Exactement. Parce que c'est pas du tout la même chose. Ouais. Mais moi j'ai même le biais inverse maintenant sur les réseaux sociaux, c'est que plus il y a de signes de richesse à l'écran, plus je me méfie. Oui. J'ai vraiment le truc, c'est-à-dire que combien de fois j'ai vu, mais y compris dans mon métier, par exemple des clients qui avaient des fortunes mais gigantesques, qui venaient vraiment habillés en t-shirt, en touriste, quoi. Ils avaient le jean qu'ils utilisent pour faire le jardinage, etc. Et ceux qui en ont beaucoup moins, qui viennent habillés vraiment avec des fringues qui sont au-delà de leur patrimoine ou de leurs revenus, et y compris je l'ai vu aussi sur des réseaux sociaux, sur parfois des influenceurs où on se doute que en tout cas on comprend que ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, la valeur qui est derrière, elle est avant tout due au fait justement qu'ils s'habillaient très bien et pas des compétences qu'ils avaient, et des fois c'est difficile de se dire bon mais lui il marche énormément, c'est parce qu'il a un costume qui vaut 3000 balles, parce qu'il a une montre qui en vaut 15 000, et parce que sa voiture qui est peut-être sûrement une voiture de location mais qui vaut 1 million derrière, et c'est vrai que ça c'est dommage là-dessus. C'est toi qui gères directement tes réseaux sociaux? Ouais, alors moi je travaille donc avec l'équipe de Mindio, tous nos réseaux sociaux sont gérés au sein de cette boîte-là, où on a toute une équipe de plus de 10 personnes, des community managers, des créateurs, des monteurs, des media makers, et tout est coordonné, et moi vraiment je chapeaute et je crée le contenu. Le contenu est travaillé derrière. Exactement. Ouais. Sinon tu t'en sors pas, quoi. Enfin, sinon ça fait beaucoup trop de travail, et un travail que je serais pas prêt à consacrer même si j'étais pas dans cette collaboration avec Mindio aujourd'hui. Tu t'organises comment du coup? Parce que je suppose que tu dois être super bien organisé pour gérer tout ça en fait. Ouais, alors il y a deux choses. Je suis bien organisé et je travaille beaucoup quand même. Je fais pas beaucoup de soirées. Cette nuit j'ai pas beaucoup dormi. Ce soir je vais encore pas beaucoup dormir. Tu pars un peu en vacances quand même? Tu arrives à prendre du bon temps quand même? Ouais, bien sûr. Alors moi j'ai la chance d'aimer les choses assez simples et assez proches de chez moi.
j'ai pas mal de copains par exemple qui sortis de leur étude de médecine ou de n'importe quelle étude d'ailleurs se disent moi je ferais bien 3 mois en Australie, faire le tour d'Amérique latine. Moi j'ai pas trop ce kiff là, donc du coup c'est pas une envie que j'ai. Moi je suis bien chez moi, je suis bien sur mon poste de travail, bien productif, etc. Je suis bien dans mon pays, quoi, tout simplement. Donc c'est ce qui me permet aussi de limiter les distractions et de garder un maximum de motivation pour mes objectifs. Et après, bien sûr, une bonne organisation. Mais il faut pas omettre le fait que voilà, moi je commence à 6h15 le matin, je suis devant mon ordinateur. Le soir à 19h30, j'y suis encore. Donc ça fait 12 heures par jour de travail, du lundi au samedi. Souvent le dimanche, je suis sur des travaux, des chantiers à droite à gauche, je fais des papiers, je réponds à des mails sur mon téléphone. Donc voilà, faut pas mentir aux gens, je pense, ou les prendre pour des abrutis. Si je fais tout ça, c'est que je sacrifie d'autres choses à côté. Hein, puis j'imagine la charge mentale qui est associée en plus. Et la charge mentale qui est associée. Je pense que ce qui est compliqué, c'est d'avoir beaucoup d'activités et en plus chaque activité qui doit avoir plus ou moins des sous-projets. C'est ça. En dessous. Ouais, c'est donc il faut penser à tout, il faut rien oublier, et il faut être capable dans une seule journée de mettre plusieurs casquettes à la suite, ce qui pour le cerveau est pas forcément le plus facile parce qu'en général quand on est concentré sur quelque chose, on aime bien continuer sur sa lancée. Ah ouais, tout à fait. Ouais. S'il y avait un conseil que tu devais donner pour être un peu plus productif, par exemple à quelqu'un qui a du mal à s'organiser, ça serait lequel ? Alors, je dirais qu'une des principales erreurs qui est faite à la fois par les étudiants et par les entrepreneurs de tous horizons, c'est le fait de vouloir adapter la manière dont ils gèrent leur journée à la manière idéale vendue sur Internet, sauf que tout le monde n'a pas le même moteur. Et il y a des gens qui sont faits biologiquement, neurologiquement et hormonalement pour travailler tôt le matin. Il y en a qui sont faits pour travailler tard le soir. Il y en a qui sont faits pour moins travailler mais plus intense. D'autres pour travailler plus longtemps mais de manière moins intense. Il y a pas très longtemps, j'ai sorti une vidéo qui parle de la chronobiologie, qui est le fait de comment fonctionnent les personnes en fait. Et on a chacun un chronotype différent et un fonctionnement différent. Et je pense pas que moi je commence très tôt le matin parce que je chronotype lion par exemple dans cette fameuse étude, mais ma compagne par exemple a un chronotype plutôt ours, voire elle bascule un peu vers le loup, donc elle est assez efficace dans le milieu de journée, fin de journée. Et voilà, il n'y a pas à se forcer d'être du matin. Souvent, on a, faut que je fasse mon Miracle Morning, que j'aille au sport à 6h le matin, ensuite je prends un shaker de prot, etc., etc. Ça, c'est pas fait pour tout le monde. Et je pense qu'une grosse erreur qui est commise dans la productivité, c'est de penser qu'il y a une recette, et c'est cette recette-là qui permet d'être productif. Non, il y a plein de recettes, et il y a que en testant, j'essaye, 21 jours, c'est le temps que met le cerveau à peu près pour créer une connexion synaptique solide, 21 jours, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Feedback, est-ce que je continue, est-ce que je change de recette? Et la plupart des gens pensent qu'il y a qu'une seule recette. Non, en fait, il y a plein de recettes et ce qu'il faut, c'est trouver sa propre recette personnelle, quoi. Et en plus, je pense la garder tous les jours quasi identique. Je pense qu'il est... La répétition. Oui. J'ai souvent eu ce souci parce que forcément quand j'étais plus jeune, à un moment donné, j'ai entendu parler du Miracle Morning, etc. Et ça marchait pas du tout sur moi parce que je suis pas vraiment du matin. Et au final, aujourd'hui, j'ai trouvé une organisation de ma journée qui me permet d'être productif. Et pour autant, je me lève pas spécialement tôt. Exact. Par contre, travailler tard le soir, ça me fait pas peur. J'aime bien, par exemple, avoir le sport au milieu de la journée parce que ni le matin, ni le soir, que ce soit le matin, je suis pas dedans. Le soir, je suis un peu fatigué, mais par contre, au milieu de la journée, c'est là où j'ai le pic d'énergie. Donc ça aussi, je trouve que c'est, comme tu le dis, je pense que c'est ça qui est le plus utile là-dedans. Je pense que c'est vraiment, et d'avoir la routine, je pense aussi. Parce que ça aussi, je pense qu'il y a parfois trop de gens qui s'organisent de manière différente en fonction des jours, mais le problème, c'est que on peut pas suivre en fait. On a besoin quand même d'avoir une certaine le cerveau humain, c'est un cerveau d'habitude, hein, donc il faut imaginer que la carte du cerveau, c'est comme une carte autoroutière. Ce que tu fais une fois dans ta vie, c'est une route de campagne non goudronnée, non balisée, avec de l'herbe qui a poussé au milieu et des nids de poules. Tu roules dessus en voiture, c'est le bordel. Tu vois pas où c'est, il y a du brouillard, t'as pas d'essuie-glace, etc. Si jamais tu fais ça une fois par mois, la route de campagne se transforme en route gravillonnée. C'est pas le top du top, tu peux pas rouler très vite dessus, mais ça se fait. Si tu fais ça une fois par semaine, ça devient une nationale. Si tu fais ça une fois par jour, ça devient une 2x4 voies. Et si tu fais ça une fois par jour pendant 1 an, c'est une autoroute où tout est tracé et tu le fais sans que ça te demande le moindre effort. Et il faut bien penser, je pense que le cerveau humain, ce qu'il aime, c'est les 2x4 voies, le périphérique parisien, où ça roule, où on s'arrête pas, où il n'y a pas de bouchon. Donc c'est normal déjà qu'un truc que t'as jamais fait soit difficile, que t'aies pas envie de le faire, mais il faut avoir cette conscience-là que, à force de rouler sur le chemin, le cerveau, il est pas bête. Les petits ouvriers vont arriver, ils vont mettre du béton, ils vont mettre d'un balisage, ils vont mettre des panneaux, et ça deviendra par la force des choses une 2x4 voies si tu le fais tous les jours pendant un certain nombre de jours.
Mais il faut avoir conscience de ce truc qu'au début, c'est normal, et c'est le cas pour tout le monde et toute personne qui dit l'inverse est un menteur, que c'est difficile. Oui, c'est complètement. Mais surtout que c'est là aussi le fait de toujours sur les réseaux sociaux dire que les choses sont faciles, je pense que ça a cassé un peu cette notion de non, c'est pas facile. Nous, c'est souvent ce qu'on dit dans le podcast, c'est que l'immobilier, c'est pas facile. Je dirais que c'est pas compliqué, parce que finalement, la base se fait assez vite, s'acheter un appartement, faire un crédit, aller signer chez le notaire, faire attention à ci, faire attention à ça, faire ses travaux, bien choisir son artisan, bien choisir son locataire, prendre une garantie, voilà. Ça, c'est pas compliqué par rapport à d'autres domaines qui vont être nettement plus techniques, mais en revanche, c'est difficile parce que déjà c'est long, parce que ça demande du travail. Qui est souvent, je pense, pas assez mis en avant. Oui, tout à fait. Ou banalisé. Ou banalisé, exactement. Et à l'inverse, des fois, nous, je sais que ça peut arriver qu'on fasse un peu peur à notre entourage parce qu'ils voient la quantité de choses qu'on fait pour notre immobilier. Après, on leur explique, on leur dit, oui, mais bon, on a 34 lots aujourd'hui. Ouais, il y en a 34. Voilà, si t'en as un, t'auras un 34e de ce qu'on a à faire, donc au final pas grand chose. Yes. Donc ça fait vite une différence. Ah, carrément. Tu as des projets qui vont arriver hormis ton projet du coup de ta résidence principale château, je crois qu'il y a un travaux. Quand même, je pense. Ouais, je vais déjà être pas mal occupé avec ça parce que il y a une partie des travaux que je fais moi. J'ai installé notamment le sol de ma salle de sport, tu vois, il y a pas longtemps. J'ai reçu aujourd'hui mon fauteuil réglable, ma barre en W, ma barre plate. J'ai commencé à recevoir mes premiers poids, donc. Quand j'avais vu la vidéo, j'ai trouvé ça stylé parce que ça c'est un de nos rêves d'avoir une salle de sport chez nous. Ouais. Parce que vraiment c'est. Ah bah oui, après moi je pourrais rester chez moi toute la journée, j'ai mon PC, ma salle de sport. Et puis ça serait un gain de temps incroyable parce que. Les trajets. Moi par exemple, je m'entraîne 6 fois par semaine et j'ai une demi-heure aller, une demi-heure retour. Entre midi et 2. Ouais. Donc là, je récupérerais 6 heures par semaine. Ah bah ouais, 6 heures par semaine, c'est quand même assez c'est énorme. Surtout que c'est 6 heures qui fatiguent un petit peu parce que forcément c'est de la conduite en ville, dans des embouteillages, etc. Donc c'est toujours ça fatigue l'esprit. Ça fatigue un petit peu le cerveau et ça baisse la productivité. Ouais. Et t'as d'autres projets après? Alors celui-là c'est vraiment le gros du moment. Après par la suite j'ai pas mal notamment grâce aux réseaux sociaux d'investisseurs avec des portefeuilles assez importants allant de 100 000 à 500 000 à 1 million d'euros. D'accord. Voilà qui sont prêts à investir dans mon groupe pour qu'on puisse développer d'autres projets. Donc c'est ce qu'on appelle du crowdfunding immobilier. Hein, on fait rentrer des investisseurs extérieurs. Grosso modo, eux mettent le ticket d'apport nécessaire au projet. Moi, je m'occupe de toute la gestion derrière, de A à Z du projet, de le trouver, de le négocier, de le faire financer, de gérer les travaux et de gérer les locataires derrière. Et t'as des parts directement du projet ou c'est juste en général, le deal qu'on fait, c'est qu'on crée une société civile immobilière à 50-50. L'investisseur apporte l'apport, moi j'apporte le temps de travail et la connaissance. Voilà. Un apport en fonction du projet entre 10 et 15 et 20%. Voilà, en fonction si c'est du marchand de biens et une opération d'achat-revente ou du locatif pur. Et juridiquement, vous montez ça comment? C'est Ma holding prend 50% des parts. La holding de l'investisseur, quand il en a une, parce que c'est un entrepreneur ou lui perso, prend 50% des parts de et après, lui apporte en compte courant d'associé. Voilà. Rémunéré selon le taux d'intérêt classique. Donc c'est entre 2 et 3%. Actuellement, c'est indexé au taux d'intérêt bancaire. Et puis voilà, après en fonction du projet, des fois il veut récupérer sa mise dès qu'on a un petit peu de bénéfices, des fois il préfère la laisser pour qu'on réinvestisse derrière. Donc voilà, j'aimerais bien faire un petit peu plus ça sur les mois à venir. Ah oui, ça c'est pas mal. Puis c'est un levier assez puissant parce que c'est finalement ta compétence, tes connaissances, ton réseau, et puis au bout d'un moment il y a tellement d'opérations qui viennent qu'on peut pas tout financer. C'est ça. Parce que c'est juste pas tout financer et puis même tout faire en fait. C'est ma principale difficulté du moment entre guillemets, c'est que je manque de collaborateurs et d'associés. C'est-à-dire que j'ai beaucoup trop de choses à faire et trop de choses qui marcheraient et qui rapporteraient de l'argent, tout ça. Mais sauf que, voilà, ici on est dans une petite ville, on n'est pas dans une ville entrepreneuriale. Ici il y a beaucoup d'entreprises qui sont installées, de transport, de boîtes de distribution, tout ça. Donc il y a beaucoup de salariés, plus que d'entrepreneurs. Donc c'est une difficulté pour moi de trouver des gens de confiance avec qui m'associer. Mais voilà, des gens qui vont soulever l'épée au moins autant que moi je vais la soulever. Tout à fait. En tout cas, trouver des vrais partenaires de business, c'est pas un caillou dans la chaussure. C'est ça. Et le mec où dès que ça rentre pas, il va râler, il va dire que je l'ai escroqué, etc. Bon, j'ai la chance de ça m'est quasiment jamais arrivé aujourd'hui, mais c'est vraiment un des objectifs de l'année 2024 pour moi. D'accord. Et puis finir mes études. Aussi. Enfin, surtout qu'elles sont relativement longues. Je commence à trouver le temps, non. Et tu penses quoi de la France du coup pour investir et entreprendre? Tu trouves que c'est facile? Alors pour ce qui est d'investir et notamment pour l'immobilier, c'est un des pays les plus facilitants au monde en matière de crédit, la France.
Et il faut savoir que l'immobilier sans crédit, c'est pas sexy. Moi-même, l'immobilier sans crédit, j'en fais pas. J'en fais les rates, les SCPI, j'en fais un petit peu parce que c'est dans mes portefeuilles de placement de valeurs mobilières, mais assez peu parce que j'ai accès à l'immobilier avec crédit. Qui est quand même nettement plus intéressant. Voilà, qui donne un effet de levier qui est absolument énorme. Mais sinon, je pense que en France, quasiment tout le monde peut faire un crédit immobilier, acheter un appartement pourri, le retaper, vivre à l'intérieur pendant 6 mois et 1 jour, le revendre, ne pas payer d'impôt sur la plus-value, encaisser 50 000 euros, mettre 50 000 euros d'apport sur un petit immeuble en province, et ça y est, t'as 4 ou 5 apparts qui tournent, t'as peut-être 1000 ou 2000 euros de cash flow si jamais tu gères bien ton truc. Et en plus, on a, je trouve, un marché immobilier par rapport à beaucoup d'autres pays développés. Quand on l'analyse profondément, je pense que c'est un des plus sécuritaires. Oui. C'est quasiment impossible que ça baisse de manière sensible en France parce que, bon, déjà d'un point de vue politique publique de construction, on n'y est pas du tout. Et on manque de 2 millions de logements. Exactement. Et j'avais vu une stat qui était assez intéressante, c'était la comparaison du nombre de millionnaires entre 2000 et 2020 sur la plupart des grands pays. Et bon, forcément, par exemple, on voit les économies qui sont très porteuses. Par exemple, en Chine, ça avait fait x100 du nombre de millionnaires en 20 ans, ce qui est normal quand on voit leur économie. Les États-Unis, ça avait fait x2 et la France avait quand même fait x3. Je pense que c'est principalement à cause de l'immobilier parce que depuis les années 2000, je pense qu'on est quasiment sur du x2, peut-être x3 sur les prix, enfin en tout cas dans les grandes villes. Donc forcément, les patrimoines des Français se sont énormément appréciés là-dessus. Mais ça prouve aussi que c'est quand même un placement où aux États-Unis, voilà, il y a des villes où j'avais vu, c'était la ville de Minnesota. Ils avaient vu une vraie politique de construction et ils avaient fait baisser le prix des loyers et de la construction par rapport au il fallait le retraiter de l'inflation, donc c'était par rapport au ce qu'on appelle au pouvoir d'achat moyen. Ils l'avaient fait baisser sensiblement. Mais je pense qu'en France, c'est quasi impossible qu'on se retrouve par exemple une ville où tu louais 500 euros ton appartement que 10 ans après tu ne le loues plus que 400. Enfin, faudrait qu'ils construisent tellement de logements et aujourd'hui on n'a absolument pas les politiques. C'est la loi de l'offre et de la demande. C'est ça, exactement. Tu te vois t'expatrier ou pas du tout? Non, pas du tout. Je sais qu'il y en a qui vont investisseurs à Dubaï, comme Yomi et tout ça, ils partent à Dubaï, et toi pas du tout? Non, moi pas du tout. Moi, toute ma famille est ici. Moi, je suis un très grand fan de l'histoire française. J'ai acheté un château qui était la propriété d'un général de Napoléon, donc et ça a été quelque chose de très important pour moi dans l'achat. Lequel de Napoléon? Alors le général de Napoléon qui s'appelle Brunet de Nom, qui a donné le nom d'un musée ici à Chalon-sur-Saône, qui est le musée de Nom. D'accord. Ok. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Et qui a accompagné Napoléon à la conquête d'Égypte. Et qui donc s'est arrêté par Malte pour ceux qui connaissent l'histoire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'intérieur de la propriété, il y a une pierre de taille où il y a la croix de Malte, la croix des chevaliers de Malte. D'accord, parce qu'il l'a ramené de. Parce qu'il l'a ramené, voilà, il y a encore les plaques de cheminée avec le visage de Napoléon dessus. Et pour moi, ça avait une vraie importance, parce que j'aime vraiment ça, quoi. J'ai retracé toute l'histoire de la propriété jusqu'aux années napoléoniennes, ce qui m'a permis de retrouver d'ailleurs ce fameux général, Brunet de Nom. Et ça a été quelque chose de vraiment kiffant pour moi, quoi. C'est vraiment un truc qui me fait plaisir. Aussi sur une tombe. Une stèle. Une stèle que j'ai pas encore trouvée, mais effectivement, d'après plusieurs documents d'archives, il y aurait une stèle, donc quelqu'un d'enterré, c'est un tombeau purement à cet endroit-là, qui bien évidemment a déjà été fouillé. C'était un bastion qui a été occupé par des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est une propriété où il y a des douves tout autour. Oui, c'est assez facile de contrôler les accès et de savoir qui rentre, qui sort. Et exactement, il y a de fortes chances que dans les douves, il y ait eu plein d'armes qui aient été jetées, de munitions, etc. C'est une propriété qui est vraiment à l'écart. Il faut savoir qu'ici, on était vraiment sur la ligne de démarcation, qui faisait le long de la Saône, qui allait jusqu'à Neuville-sur-Saône à Lyon. Oui, donc c'était très utilisé par les réseaux de résistance pour faire passer les armes d'un côté ou de l'autre. Voilà, tout à fait. Et toute cette histoire-là, me fait vachement plaisir, et je suis en train j'ai même réussi à faire une petite enquête où j'ai tracé un arbre généalogique de tous les propriétaires de la bâtisse. Et je suis en train de faire la même chose avec ma famille, d'ailleurs, où j'ai fait appel à un généalogiste, voilà, qui a retrouvé l'ensemble de tous mes ascendants, et non pas mes descendants, jusqu'en 1500 et quelques. Donc il a tracé un énorme où il a retrouvé les actes de mariage, les actes notariés, les actes de divorce. Et c'est un truc que j'aime beaucoup. D'accord. Je suis vraiment dans une vision familiale, un peu pas dynastique, parce que j'aurais pas la prétention de dire jusque-là, mais un patrimoine qui m'a été donné par la génétique et par la vie de manière générale, et historique maintenant avec la maison qui est stimulant pour moi.
Donc pas d'expatriation du coup. Non, en tout cas, pas du tout envisagé pour l'instant. Okay. Je comprends, parce que c'est quand même dur de quitter la France. Ouais. C'est un pays qui est tellement beau, en tout cas entre les paysages, et puis on se sent bien. C'est toujours difficile de se dire. Ouais, puis c'est le pays de Napoléon, c'est le pays du général de Gaulle, c'est le pays de Mbappé. Voilà, dans une autre échelle, c'est le pays de Benoît Saint-Denis qui est un combattant de MMA que je suis pas mal en ce moment, dont je suis un grand fan. Ah, mais il a fait beaucoup de victoires. Ouais, et puis il a une philosophie et une morale de vie qui est admirable. Enfin, je trouve vraiment un exemple et ça serait bien si plus de personnes adhéraient à sa morale et avaient envie de défendre le drapeau français comme lui l'a défendu dans sa vie et comme il le défend encore aujourd'hui. Tout à fait. En plus, ce qui est bien aussi, c'est que il casse un peu l'image du combattant de MMA, qui a pas de cerveau, machin. Ouais, voilà, parce que il sait s'exprimer, il fait des interviews, des podcasts, etc. Et ça, je trouve ça intéressant de pas juste avoir l'image ou parce que du showman ou parce que ça a pu arriver sur certains sportifs qu'on aimait bien et à la fin on les a entendus parler à la télé, on a fait bon. Ouais, exactement. Donc c'est toujours ça. Bon, petite question de la fin, du coup, tu te vois où dans 5 ans ? Dans 5 ans, alors je me vois en termes de localisation toujours au même endroit. Ouais, en château. Voilà, moi je suis vraiment très bien en Bourgogne-Franche-Comté, voilà, parce qu'aussi toute ma famille est dans le coin. Moi je suis très famille, je vois les parents de ma femme plus d'une fois par semaine, mes parents plus d'une fois par semaine, ma petite sœur, mon beau-frère, on est très proches, on fait plein de choses ensemble. Super. Donc je me vois au même endroit. Dans 5 ans, je pense que j'aurai au moins un deuxième enfant, probablement marié. J'aurai fini mes études, donc je pense que je serai installé en libéral ou une activité mixte, peut-être salarié libéral. Et puis je pense que d'ici 5 ans, si j'arrive à atteindre les 250 ou 300 biens immobiliers, ce serait un bon cap. Oui. Pas mal. Un bon cap, ouais. Si j'arrive à faire à x2 par rapport à maintenant, plus on en a, plus c'est facile d'en avoir, puisqu'on peut acheter des lots de plus en plus gros, donc on les achète 20 par 20 ou 30 par 30. C'est vrai, parce que ça on l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en général le premier investissement est facile à financer, c'est souvent le deuxième ou le troisième où la banque elle commence. Il y a une période charnière. Oui, parce qu'en fait la banque ne voit pas encore comme un investisseur. C'est ça. Et a encore toujours les barrières un petit peu du particulier. Et c'est vrai que nous on rencontre aussi les opérations sont de plus en plus faciles parce que toutes les questions du type est-ce que vous pensez que ça se loue, en fait on les pose plus à quelqu'un qui a 100 biens quoi. Oui, il s'est étudié le marché, il l'a fait 10 fois, la 11e ça sera pareil que les 10 premières. Exactement. Exactement. Donc ça me paraît être un bon cap quoi. Bon, super. Un bon cap. Parfait. Bon, en tout cas, un grand merci encore d'avoir été invité de ce podcast. Pour le déplacement, c'est très gentil. Et voilà. Écoutez, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici. T'as peut-être encore un mot de la fin Un mot de la fin. Qu'est-ce que je pourrais dire comme truc qui soit un peu TikTokable. C'est ça, exactement. Si, je dirais comme mot de la fin, je pense que garder à l'esprit une chose, c'est que peu importe ce que les personnes vont faire, elles seront toujours critiquées à partir du moment où c'est quelque chose que leur entourage ne fait pas. L'environnement le gagne toujours sur l'individu. Et il y a que 2 manières, du coup, de pallier à ça et de s'adapter. C'est soit de coacher son environnement, mais c'est le plus dur. Faut en avoir conscience que quand on vient d'une famille qui a pas eu d'éducation financière ou qu'on est dans un cercle amical qui fume, qui boit beaucoup d'alcool, qui sort beaucoup en boîte, coacher ses amis, c'est une piste, mais ce sera la plus dure. Mais la plus facile, ça reste de sélectionner son environnement et c'est quelque chose de pas facile, mais c'est, je pense, quelque chose de nécessaire et moi, ça a été une des principales difficultés que j'ai eues, mais que j'ai réussi à franchir et aujourd'hui, j'en suis super content parce que j'en vois vraiment les bénéfices de cette sélection. Ouais. Super. Écoute, un grand merci, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, donc c'est parfait. Écoutez, merci à vous. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici, je vous dis à très bientôt, ciao.